Ok, donc c'est parti. Alors, du coup, donc Detect. Alors en fait, l'idée de Detect, à la base, c'est un algo de object detection. Ah oui, au fait, avant de commencer, du coup, genre si ça vous dit, moi j'aime bien faire un truc vraiment discussion, genre je veux pas parler sans interruption pendant 1 heure. Donc, bah prenez la parole quoi. Genre limite, T'inquiète, limite je c'est suis un pas moi qui interrompeur présente, c'est tout le monde professionnel. qui est ensemble. Tiens, t'as vu? Ça, t'as même pas commencé, on a déjà parlé en même temps. Ah ouais, c'est déjà invivable. Quelqu'un peut le ban hein. Ah bah non, il est pas sur Twitch. Ah. Ok, donc let's go. Donc, c'est un algorithme d'object detection. Alors, si vous n'êtes pas familier avec le concept d'object detection, attendez, je vois plus mon chat là. Hop, voilà. Donc, si vous n'êtes pas familiarisé avec l'object detection, en gros, l'idée c'est de détecter des objets en particulier sur une image et donc de pouvoir mettre, donc vous avez une image, et pouvoir mettre une petite boîte, donc un petit carré, autour d'un objet. Donc, comme ça, vous l'avez localisé. Et vous espérez que enfin vous faites en sorte que votre modèle puisse prédire la boîte la plus précise possible, c'est-à-dire qui entoure bien l'objet mais que l'objet. Et ensuite évidemment le but c'est aussi de pouvoir classifier l'objet, donc le reconnaître. Donc il y a à la fois une tâche de régression pour bien localiser la boîte et en même temps une tâche de classification pour bah, donner la classe de l'objet quoi. Et dans l'idée vous avez généralement plusieurs objets dans une même image. Et donc, en fait, c'est multi-classification, multi-régression pour chaque image. Donc, voilà l'idée. Et en gros, jusqu'à maintenant, il y a trois gros types d'algorithmes pour l'object detection. Il y a ce qu'on appelle les two stage. Donc, si vous connaissez l'algorithme par excellence de two stage, c'est Faster RCNN. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va commencer par un premier réseau qui va proposer des régions d'intérêt. Et ensuite, chaque région d'intérêt va être analysée avec une autre branche, une autre partie de réseau de neurones, pour pouvoir faire une bounding box. Donc, bounding box, c'est justement les petites boîtes qui entourent les objets. Une bounding box plus précise et aussi permettre de classifier ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est en two stage. Déjà parce que pour l'entraînement, on le fait en deux fois, c'est-à-dire qu'on entraîne d'abord le module qui propose les régions d'intérêt et ensuite on entraîne tout le modèle end-to-end. Et c'est aussi tout stage parce que entre guillemets il y a deux tâches successives dans l'architecture. Donc ça c'est la première gros domaine en fait de l'object detection, le premier gros pan. Et ça fait des algorithmes qui sont pour le coup assez state of the art, qui sont considérés comme étant les meilleurs. La deuxième catégorie, c'est du one stage, donc c'est un réseau de neurones plus classique où on passe une fois l'image et ensuite il détecte tous les objets. Donc l'exemple de base, on va dire, c'est les YOLO qui sont très populaires. Et donc c'est globalement juste des couches de convolution. Et à la fin, il est capable de vous prédire plusieurs objets, plusieurs boîtes en fait, en un coup. Et pareil, ça s'entraîne donc cette fois en one stage, donc en end-to-end. Donc ça c'est pratique. Et enfin, la troisième grosse catégorie qui évidemment n'existait pas au moment où ce papier a été créé. Et la troisième catégorie, en fait, c'est justement les algorithmes qui se basent sur l'architecture qu'on va voir maintenant. Et qui utilisent, en fait, qui sont one stage, donc un peu comme les YOLO, mais qui utilisent des transformers. Et vous verrez qu'en fait, les transformers, c'est pas juste, on change un CNN en un transformer, et puis en réalité, c'est la même idée. Non, non, ici, on utilise vraiment la capacité des transformers, des idées intéressantes sur l'architecture, sur la tension, pour proposer une nouvelle architecture qui va apporter de nouvelles choses intéressantes dans le cadre de l'object detection. Donc voilà, ça c'était l'intro. Ça va, c'est clair ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient pas l'object detection ici dans le chat? Dans le chat. Enfin, dans le Jitsi, du coup. Ou dans le chat, oui, d'ailleurs. Et est-ce que c'est clair, du coup, pour vous? On peut mettre des petits exemples, par exemple. Object detection. ML. Donc voilà. C'était clair. Voilà, ici, donc vous avez une image, et puis la prédiction, c'est d'entourer tous les objets qui existent. Donc potentiellement, il y a de l'overlapping. Enfin, il y a de l'overlap. Et il y a plusieurs types d'objets, etc.
Voilà, c'est ce genre de truc. Ok, alors bah on y va, on continue. Donc dès le début, en fait, on a le premier Alors, j'ai gros juste une intérêt. question. Ouais, vas-y. On est d'accord que du coup pour YOLO, pour prédire plusieurs boîtes en même temps, tu fais un truc genre un peu sur plusieurs fils, tu fais comment? Juste pour rappeler. Ça fait longtemps Alors que en je parle. fait, l'idée du YOLO, peut-être que ce sera mieux avec un schéma. Je sais pas si on peut avoir un schéma intéressant de YOLO. Ouais, allez, on va garder ça. What? Excellent. Si t'es fake. Mais ah oui, non. Ouvrir la chose. Voilà. En gros, en fait, l'idée du YOLO, c'est que d'abord, tu vas séparer ton image en grosses zones, en gros patchs. Donc ici, il y en a normalement 7 par 7. Et en fait, l'idée, c'est que pour chaque zone, tu vas essayer de prédire s'il y a un objet à peu près dans la zone là. Donc c'est-à-dire que typiquement, si on prend le pixel en haut à gauche, on va essayer d'avoir une branche qui va essayer de prédire s'il y a un objet dont la bounding box est centrée dans un pixel de cette zone-là. Tu vois. Donc en fait, tu fais donc ici, juste pour cette zone-là, tu vas avoir une branche de régression, une branche de classification. La branche de régression, elle va dire ok, bah alors il y a une bounding box, par exemple très horizontale, on va dire, et pas beaucoup verticale, dont le centre est à peu près là-dedans. Et ça permet aussi de faire de la classification. Et du coup, comme tu fais tout ça en parallèle sur toutes tes zones, eh ben, tu peux potentiellement avoir beaucoup d'objets en fait. Par exemple, ici, tu vois, tu as 3 bounding box. Et en fait, les 3 bounding box, elles ont été prédites sur 3 zones différentes. Donc, par exemple, ici, le chien, ça va être sur cette zone-là. Et en parallèle, tu as aussi une prédiction peut-être sur la zone d'à côté ici. Donc, qui a fait la bounding box orange. Parce que le centre est à peu près là. Et tu en as une autre qui vient de cette branche-là en fait. Et tu peux avoir Hmm. plusieurs objets qui sont prédits à partir de la même case. Ouais, tu peux. Alors, dans le YOLO, enfin que moi je connais, parce qu'il y a eu plusieurs variantes. En fait, en plus d'avoir une branche par zone, tu as aussi une broche par anchor. Alors les anchors, donc les ancres en français, en fait c'est des priors sur la forme que peut prendre tes objets en général. Par exemple, si tu as beaucoup de chiens, beaucoup de vélos, beaucoup de voitures, tu peux supposer que les bounding box vont à peu près ressembler à un rectangle un peu de cette taille-là, c'est-à-dire plus en hauteur qu'en largeur. Pour les vélos, on va dire que c'est plutôt des carrés. Et pour les voitures, ça peut être par exemple, voilà, donc ici c'est des petits rectangles horizontaux. Et donc tu vas dire, bon voilà, je vais supposer que mes box rentrent à peu près dans l'une de ces 3 catégories. Et donc pour chaque zone, tu vas avoir une branche pour chaque onshore. Donc ici, typiquement, au lieu d'avoir 49 branches, tu vas en avoir en fait 49 fois 3. Et en fait, l'idée, c'est que chaque branche va prédire une boîte dont la taille va être proche de ton prior. Parce qu'en fait, il va dire, au lieu de prédire directement la taille de la boîte, il va dire, la taille de la boîte, c'est la taille de mon onshores plus une petite perturbation. Et ça permet de faciliter du coup la régression. Parce que ça veut dire que la régression, il n'y a jamais besoin de prédire des très très gros trucs, en fait. Parce que Ok, mais du les coup, objets si qui sont t'as très très gros correspondent en fait à des onshores qui sont déjà de base assez gros. Et donc vous allez dire, rajoute juste 10% en fait. Et ça va vous faire déjà quelque chose de gros. Et du coup, Mais si par t'as contre, si t'as K anchors et ouais, une grille de S fois S, tu peux ouais, prédire au maximum S fois S fois K objets. exactement. Et du coup, là où ça peut être problématique, c'est que si vous avez des objets de à peu près même forme, pas forcément même classe, mais à peu près même forme, qui sont centrés au même endroit. Mais bon, ça, on va dire, parce que du coup, ça va parler. Par exemple, si vous avez une voiture ici et que vous avez une autre voiture superposée à peu près au même endroit de la même taille, là ici il va y avoir un problème parce que du coup vous allez avoir, pour un prior et pour une zone de l'image, il faudra prédire 2 objets. Ça, c'est pas possible avec YOLO. Mais de notre côté, en fait, généralement ce qu'on fait en object detection, c'est que quand il y a 2 boîtes qui prédisent au même endroit, le même objet, en fait on les supprime parce qu'on considère que c'est probablement des duplicata, ce qu'on appelle la non maximum suppression. Et du coup de base en fait c'est pas forcément un problème de l'architecture parce que c'est le genre de cas qu'on va supprimer. Ceci dit,
Si c'est deux objets différents, là c'est un petit peu le cas tricky où justement YOLO va pas pouvoir vous prédire les deux objets, alors que vous, il faut que vous ayez les deux objets parce que c'est deux objets différents, donc il faut les détecter les deux. Ça YOLO du coup il peut pas faire ça. Mais bon, c'est vraiment un cas un peu tricky quoi. C'est vraiment genre si vous avez une voiture et puis un scooter au premier plan et que les deux se superposent, là ouais, là YOLO va avoir un problème. Mais si le scooter est décalé, du coup, c'est pas un problème parce que vous allez pouvoir prédire sur une autre zone. Voilà. J'ai bien répondu, c'est clair? All good. Nice. Alors, mais du coup, c'est bien. Non, merci. C'est bien parce que on a justement parlé des deux choses dont ils parlent eux. Donc, je vous ai dit que en général, les modèles d'object detection, ils peuvent prédire deux boîtes similaires pour le même objet. Et ça, c'est un problème parce qu'on n'a pas envie d'avoir des duplicata. Et donc, pour ça, on utilise un post-processing qui s'appelle le no maximum suppression, qui est en fait une heuristique qui va justement supprimer des boîtes quand elles sont proches. C'est-à-dire en termes de position et aussi en termes de classe. Et ça, du coup, c'est un post-processing. Et votre performance de votre de votre algorithme d'object detection va dépendre en partie de cet algorithme-là. Donc ça, c'est un peu problématique. Et ce qui est bien avec DETR, c'est que justement, on n'a plus besoin de ce post-processing. C'est-à-dire que naturellement, et vous allez le comprendre, dans l'architecture, on va naturellement supprimer les duplicata. Et on va, dans l'architecture et aussi dans la loss, parce que c'est les deux gros intérêts en fait de ce papier. Il a une loss intéressante, il a une architecture intéressante. Et les deux vont contribuer justement au fait de supprimer les duplicata et donc de s'épargner d'utiliser justement ce post-processing là, qui pour le coup existe partout ailleurs. C'est-à-dire que vous soyez en one stage ou en two stage, vous avez des no maximum suppression. Donc ça, du coup, c'est une grosse nouveauté déjà. Et la deuxième, c'est les anchors. Je sais pas trop comment on prononce, je pense que c'est comme ça. Les anchors, si vous voulez. Donc les anchors, rappelez-vous, donc on en a parlé, c'est justement les priors sur les tailles de bounding box. Donc en fait, une bounding box, elle est définie par la coordonnée de son centre et par les extensions de la boîte. Et justement, les anchors, c'est justement des priors sur ces deux variables d'extension, en largeur et en hauteur. Et alors, les anchors, il faut savoir que ça existe dans la plupart des algorithmes d'object detection, que ce soit en one stage ou en two stage. En two stage, ça intervient pour l'algorithme qui va la partie qui va vous proposer des régions d'intérêt. Il y a des anchors. Et pour les algorithmes de type YOLO, la plupart ont des versions avec des anchors. Certains ont essayé de faire des YOLO sans anchors. Et donc voilà. Donc c'est-à-dire que vous devez en fait mettre manuellement des priors sur vos boîtes. Mais du coup ça pose un peu aussi ça pose une problématique parce que si vos anchors à la base sont pas bons, c'est-à-dire que si vous en avez oublié par exemple un anchor un peu gros pour détecter les gros objets, et vous allez avoir du mal à détecter les gros objets, alors que finalement des gros objets, ça se trouve c'est assez facile à détecter, mais vous allez avoir du mal juste parce que vous avez mal créé vos priors. Et donc c'est un gros problème quand vous faites de l'object detection. Ce truc des anchors, il peut potentiellement un petit peu ruiner, d'une certaine façon, vos performances. Et voilà. Et du coup, ça peut être problématique. Et si vous mettez beaucoup d'anchors, en général, ça va augmenter les ressources de calcul, le nombre de. Typiquement, nous on a dit que le nombre de branches dans un YOLO c'était proportionnel au nombre d'anchors. Donc voilà, vous comprenez que si on met vraiment beaucoup d'anchors, ça peut potentiellement avoir des répercussions. Notamment aussi si vous avez beaucoup d'anchors, il y aura encore plus de data imbalance entre les endroits où il n'y a pas d'objets, qui sont la majorité des endroits, et les endroits où il y a des objets. On en reparlera un petit peu. Et donc les algorithmes anchors free, notamment d'ailleurs si vous êtes l'ingénieur qui va créer votre architecture pour votre tâche, c'est quand même vraiment sympa quand c'est anchor free. Et ici, la grosse idée de cet algorithme, c'est que justement c'est anchor free. Et en fait, c'est parce que les anchors, donc les priors sur les boîtes, en fait, l'algorithme va les apprendre. C'est-à-dire que ça va être des paramètres qui vont être appris. Et donc, on laisse faire le réseau de neurones pour justement résoudre cette tâche.
Et ça, du coup, bah, il y a que les algorithmes à base de Dether qui permettent de faire ça. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une grosse avancée, cet algorithme, justement, notamment pour ça. Voilà. Et l'architecture, du coup, petit tease, rapide, mais en même temps l'architecture est simple. C'est simplement un transformer encodeur-décodeur. Donc on verra ça un petit peu dans la suite. Et ils disent, voilà, bon, Dether est state of the art ou proche du state of the art, si on le compare à Faster RCNN. Alors Faster RCNN, c'est un algorithme qui est assez vieux, mais en réalité, c'est vraiment intéressant quand même de se comparer à Faster RCNN parce qu'il a été beaucoup optimisé en fait. Et même aujourd'hui, il est considéré comme étant un state of the art. Enfin, voilà, donc c'est peut-être pas le Faster RCNN de base, mais on va dire le Faster RCNN avec les ajouts qui sont faits au fur et à mesure des années, reste un algorithme, voire l'algorithme le plus puissant, enfin reconnu comme étant le plus puissant pour l'object detection, à égalité avec des améliorations de Dether justement. Mais voilà, donc à l'époque c'était très intéressant et même encore aujourd'hui de se comparer à Faster RCNN. Et le dataset, alors l'unique dataset des benchmarks, c'est le Coco 2017 pour l'object detection. Et aussi, on va le voir, ils font de la segmentation d'instances aussi. On le verra rapidement. Mais voilà, du coup, c'est le truc vraiment, enfin c'est le dataset vraiment que tout le monde utilise, enfin de base en fait pour l'object detection. Voilà. Alors l'architecture, on va la voir en détail plus loin. Et voilà, donc l'une des idées qu'ils mettent dès l'introduction, c'est qu'en fait la self-attention, en fait vous allez avoir de la self-attention qui vont à la fin, donc c'est dans le décodeur typiquement, il y aura, enfin aussi dans l'encodeur, hein, vous avez la self-attention qui va à la fin vous prédire toutes les boîtes candidates. Et donc la self-attention vous permet pour chaque boîte candidate de porter votre attention sur les autres boîtes. Et donc ça permet assez facilement de pouvoir supprimer les duplicata. En fait, simplement, si vous voyez que vous êtes sous le point de prédire deux fois exactement la même chose, bah du coup là, l'algorithme, il va pouvoir le voir assez rapidement grâce justement à cette self-attention, parce que bah voilà, deux choses similaires, il y a toutes les chances, enfin, c'est très facile pour l'algorithme, à partir de la self-attention, de pouvoir voir que bah, c'est effectivement deux choses similaires. Et donc, si vous arrivez à dire à votre algorithme, supprime les duplicata, et ben l'architecture, naturellement, elle va vous faciliter la tâche. Et donc voilà, donc premier truc très intéressant qui n'existe pas du coup sur les autres algorithmes qui n'utilisent pas les transformers. Voilà, et comme je disais, du coup, ce qui est intéressant avec les transformers, c'est que c'est la prédiction. Enfin, on peut passer son image, enfin, on doit passer son image qu'une seule fois dans l'algorithme, et on peut l'entraîner end-to-end, donc un petit peu comme les YOLO. Donc c'était un des gros points forts de YOLO, et ben on le retrouve ici dans Dether. Voilà, il y a des remarques ou pas là-dessus. Par exemple, la self-attention, je suis passé extrêmement vite parce que je suis parti du principe que tout le monde savait ce que c'était, mais c'est peut-être pas le cas. Ouais, petite question de ma part. Ouais. Je suppose qu'on va le voir plus tard, mais juste comme ça, je peux relier maintenant. Ouais. J'imagine que s'ils disent ça, ça veut dire que ce sur quoi on fait de l'attention, ça va être non plus une représentation de l'image, ça va être directement l'encodage des boîtes. Ouais, c'est ça. Là, effectivement, là, on déborde un peu effectivement sur la suite. Mais ouais, en fait, l'idée du décodeur, ça va être qu'on va manipuler l'information apprise sur les boîtes, en se basant évidemment sur l'information qui est dans les images. Ok, donc on aura une représentation de l'image aussi qui se balade à cet endroit-là. Bien sûr. C'est un décodeur. Cross attention. Donc en fait, simplement, l'information qui vient de l'image, ça va être la sortie de l'encodeur. Et on va faire de la cross attention dans le décodeur. Donc toute l'information pertinente qu'on va donner à la sortie des cross attention seront des informations qui viendront directement de l'image. Si vous êtes très familier avec le principe du transformer, normalement vous devriez voir exactement le type d'architecture qu'on va avoir. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, il y a un schéma qui va tout expliquer. D'ailleurs, ouais, je crois que ton chat est en pause, exactement. Ouais. Attends, non, mais il est en pause. Normalement, le chat, il est en pause que. Enfin, c'est vous en fait qui mettez en pause le chat en passant la souris dessus. Mais normalement, le chat, il peut jamais être en pause. Alors, du coup, il y a des questions. Voilà, c'est juste que t'étais en pause de ton côté et du coup, tu voyais pas les derniers messages, quoi. Merci. Alors, je pense que c'est Karim pour le lien du papier, effectivement. Très sympa à toi.
Plutôt 1 heure. Bah nickel, on est parti sur 1 heure. Même peut-être un peu plus. Ouais, là j'allais dire on est parti Alors, sur pour un YOLO, on plusieurs. fait souvent des NMS par classe, donc c'est gérable pour le scooter devant la voiture. Oui, mais alors oui, effectivement. Donc en fait, les NMS, si vous prédisez 2 boîtes, mais pour des objets différents, effectivement, il n'y a aucune raison d'en supprimer une des deux, parce qu'en fait, vous prédisez 2 objets différents. Mais en fait, ce que je disais avec mon exemple sur le scooter et la voiture, c'est plutôt au niveau du YOLO. C'est pas au niveau de la NMS, mais c'est au niveau du YOLO qu'il va y avoir un souci. Parce que si votre scooter et votre voiture ont à peu près la même taille, et sont au même endroit, donc c'est-à-dire se superposent, le YOLO, contrairement au Faster RCNN, le YOLO va avoir un problème d'architecture, enfin au niveau de l'architecture en fait. Parce qu'il va pas pouvoir vous prédire 2 objets. Il va juste vous dire, ok, alors pour cette anchors là et pour cette zone de l'image là, je sais que j'ai un objet. Mais il va pas pouvoir vous dire j'ai 2 objets. Parce que c'est pas prévu dans l'architecture. En fait, il peut au maximum, si vous avez K prior, il peut au maximum vous dire il y a K objets qui se superposent au même endroit. Ou plus précisément, il y a K bounding box dont le centre est dans la même zone. Mais ouais, la NMS en soi, ça pose pas de problème, effectivement. T'as tout à fait raison, c'est fait par classe. Bah, c'est pour éviter justement, par exemple pour le Faster RCN qui est capable de détecter 2 objets superposés, c'est pour éviter de supprimer un des 2 objets. Mais merci en tout cas, Paul. Est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement extérieurs à tout ça et qui découvrent la chaîne? Je suis pas sûr, mais je pense pas. Mais si jamais, il y a la vidéo de présentation qui explique un peu le truc. Ok, donc on avance un peu. Alors là, une autre justement, donc cette fois c'est plutôt quelque chose de à moitié positif ou moitié négatif. Une conséquence du coup de l'architecture et de l'attention, c'est qu'en fait, on le verra d'ailleurs dans les benchmarks, le DETR est bien meilleur que Faster RCNN pour détecter les objets larges, mais bien moins bon pour détecter les petits objets. Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a une raison, assez simple en fait. Non, il n'y a personne n'a d'idée là-dessus. Pourquoi est-ce qu'un transformer il sera capable plus facilement de détecter les objets grands et potentiellement, ouais. C'est pas genre au niveau de l'attention, comme il y a plein de fragments de l'image qui correspondent aux gros objets, que ça revienne plein de fois et ça joue un rôle plus grand. Ouais, c'est un peu l'idée. En fait, il y a une grosse idée qu'il faut avoir quand on manipule les transformers par rapport à des full convolutional network. C'est que les transformers, une couche de transformer permet potentiellement ça c'est une phrase que je répète tout le temps parce que on le retrouve tout le temps cette notion, permet de pouvoir capter les relations longue distance. Les couches d'attention permettent de capter les relations longue distance. Parce que, en fait, chaque pixel peut potentiellement porter son attention sur la totalité des autres pixels en fait. Un petit peu comme avec une couche dense, si vous mettez une couche dense sur votre image, chose à faire avec grande prudence. Sauf que là, évidemment, avec l'attention, c'est beaucoup plus efficace que de faire un truc complètement dense. Donc voilà, ça vous permet d'avoir les relations longue distance. Alors que quand vous avez un full convolutional network, layer après layer, vous allez uniquement détecter des patterns locaux. Et donc, pour avoir des relations longue distance, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut passer sur une grande partie du modèle. Donc, il faut remonter plusieurs couches pour pouvoir comprendre en fait qu'il y a un gros modèle, enfin qu'il y a un gros objet. Et ça, du coup, c'est beaucoup plus difficile à capter parce que, qui dit passer par plusieurs couches dit perdre de l'information, Gradient vanishing, etc. Et donc voilà, pour les gros objets. Par contre, pour les petits objets, c'est plus compliqué. En fait, c'est parce que les full convolutional networks sont plutôt bien adaptés pour détecter les petits objets, parce que justement, avec les convolutions, on va très rapidement pouvoir comprendre les patterns locaux. Parce que les convolutions, c'est par rapport au voisinage. Et donc, directement, en fait, on peut avoir accès aux patterns locaux, et donc on peut détecter les petits objets, parce que l'architecture permet de le faire plus facilement. Et tandis que là, c'est un peu ce que tu disais, je crois que c'est Guillaume qui avait pris la parole, c'est que par contre pour les petits objets, potentiellement qu'effectivement l'attention dans lequel on porte justement son attention un peu partout dans l'image, fait qu'on va se noyer un petit peu, qu'on va perdre de l'information sur les sur les pixels proches, parce qu'on en a beaucoup d'autres en fait. Donc donc c'est en fait c'est ta remarque mais plutôt à l'envers pour expliquer pourquoi on est mauvais sur les petits objets.
mais fondamentalement, t'avais l'idée. Voilà, et donc pour limiter un petit peu cette problématique, les auteurs, alors les auteurs, j'ai pas dit d'ailleurs, c'est Facebook. Donc voilà, merci à eux d'avoir découvert ce truc-là. L'idée en fait qu'ils avaient pour justement se libérer un petit peu de cette contrainte sur les petits objets, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un FPN, donc Feature Pyramidal Network. En gros, l'idée du FPN, en fait, c'est simplement, pour ceux qui connaissent, c'est un UNet. Donc en fait, on va faire mais un UNet de 2 couches en fait. 2 couches pour réduire la résolution, 2 couches pour augmenter la résolution avec des residual connexions. Donc en fait, l'idée du FPN, c'est de passer des convolutions tout en réduisant la résolution et récupérer des features d'intérêt. Et ensuite, on va récupérer la carte avec la résolution la plus élevée, la carte avec une résolution un peu plus faible et la carte avec la plus basse résolution. Donc on a 3 cartes et on va faire passer ces 3 cartes simultanément dans l'extracteur de features de l'image. Ça permet aussi, du coup à ce feature extractor de pouvoir récupérer l'information dont il a besoin à toutes les résolutions différentes. Et ce faisant, il peut récupérer du coup de l'information s'il a envie sur la petite résolution et sur la grosse résolution. Et ça permet peut-être d'améliorer en tout cas c'est leur théorie. Ça permet d'améliorer la performance sur les petits objets. Et effectivement, les améliorations de Dether, à partir de ce papier-là, on passe en fait en entrée du modèle différentes résolutions. Donc ils ont repris justement cette idée-là, donc c'est une idée intéressante. Mais qui eux ils n'ont pas eu le temps en fait de l'implémenter eux-mêmes en fait. Enfin, pas eu le temps. Quand tu dis en entrée du modèle, tu veux dire que c'est en entrée du transformer ou en entrée non, de tout le modèle? du feature extractor, du backbone. Okay. Ce qu'on appelle le backbone, c'est donc là je spoil un peu, ça va être un CNN qui va prendre en entrée du coup toute l'image. Donc en fait ici ça prendra en entrée 3 résolutions différentes et ça renvoie du coup des descripteurs de cette image. Voilà. Alors après, je connais pas toutes les améliorations peut-être que les deux ont été essayés d'ailleurs. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aurait 3 backbones différents quoi, si on a 3. Je sais pas trop si c'est ça qu'ils ont voulu faire. Les gens qui ont voulu améliorer des terres. Voilà. Et enfin, un petit paragraphe assez intéressant. Je pense qu'on passera assez vite dessus. Mais ils ont montré que l'algorithme était facilement extendable. Parce que juste en changeant la dernière layer littéralement, la dernière couche du modèle en une couche de segmentation, ils ont réussi à être comparables avec le state of the art sur des problématiques de sémantique, de segmentation d'instances. C'est-à-dire qu'en plus de détecter les objets, on colorie vraiment les pixels, donc c'est plus précis en fait, les pixels qui correspondent à chaque instance, plutôt que juste d'avoir une boîte autour de ces objets. Donc voilà, donc c'est pas mal, ça montre l'extension d'Ether. Et effectivement, il y a eu des choses qui se sont faites là-dessus à partir de Ether. Après voilà, les transformers, c'est connu pour être pas mal extensible. C'est pas trop une surprise. C'est bon pour cette petite intro. Donc là, c'est un peu les informations pêle-mêle, comme toujours dans les introductions. Ils ont mis les choses qui... Je suis un peu curieux, du coup, il n'y a pas beaucoup de transformers qui sont impliqués dans le domaine, à part dans Dether. Pour l'object detection, en fait l'architecture elle est tellement simple que si tu mets un transformer en object detection, t'es probablement à Dether. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Genre, tu passes de faster RCNN à genre Dether. Après, pour attention, mettre en contexte aussi, il a 3 ans le truc. Ouais, le truc, il date de 2020. Mais un truc qu'il faut pas confondre, c'est par exemple au niveau des backbones, donc les extracteurs d'images, tu peux utiliser des VIT, donc des transformers de vision. Mais ça, c'est pas, ça revient au même en fait. Tu utiliser des CNN ou des transformers d'images, ça revient entre guillemets au même. Le gros intérêt en fait de Dether, c'est qu'il va utiliser, on va le voir après dans l'architecture, mais il va vraiment utiliser une architecture de transformer qui soit déjà encodeur-décodeur, et notamment le décodeur va avoir une grande importance, tandis que dans les feature extractors on a juste un encodeur, et il le fait de manière assez intelligente, de manière extrêmement simple, mais du coup intelligente. Et du coup, voilà, le transformer vraiment au service de l'object detection, c'est Dether.
Mais après, si tu vas dans un faster RCNN, genre le meilleur faster RCNN actuel, utilise certainement un backbone qui est déjà lui-même un transformer, mais entre guillemets ça compte pas comme un vrai transformer comme Dether, tu vois ce que je veux dire? C'est juste le feature extractor, ils ont mis un truc un peu mieux qui est un transformer plutôt qu'un CNN. Je sais pas si c'était ça le sens de ta question, mais en tout cas je l'ai compris comme ça. Ouais, tu t'as répondu. Voilà. Alors on y va. Donc, alors on a beaucoup parlé de l'architecture, sans vraiment la voir pour l'instant. Mais ici, on va parler de la deuxième en fait grosse idée du papier. Donc bon, désolé un petit peu pour le fait que ce soit pas très bien organisé, mais j'ai voulu faire une présentation un peu linéaire du papier parce qu'on a décidé de faire un truc exhaustif. Donc comme ça, je suis sûr de rien oublier. Donc voilà, en fait, l'un des gros apports de ce problème, en plus du coup de toutes les considérations sur l'architecture, c'est qu'en fait c'est l'un des premiers, en fait je pense même le premier, qui considère qu'en fait la tâche d'object detection, c'est pas juste une tâche de multiclassification et multirégression, mais c'est plutôt et fondamentalement un problème d'apprentissage d'ensemble. C'est-à-dire qu'on va prédire un ensemble de boîtes. Et la subtilité, c'est qu'en fait un ensemble, il faut imaginer un ensemble au sens pythonesque du terme, c'est-à-dire une collection d'objets dans lequel l'ordre n'importe pas et dans lequel il n'y a pas de duplicata. Et en fait l'idée de Dether, c'est d'utiliser une fonction de perte qui naturellement va essayer d'apprendre des ensembles, c'est-à-dire qu'ils soient permutation invariant et en même temps qui évite les duplicata, c'est-à-dire que si vous avez deux boîtes qui prédisent le même objet, votre loss va vous dire tu t'es trompé à 50%. Et il va pas vous dire oui ok les deux boîtes sont bien. Non, il va vous dire tu t'es trompé, tu as prédit deux fois le même objet. Donc la loss directement va vous le dire. Et c'est pour ça que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a plus besoin de no maximum suppression, donc de post-processing qui va supprimer les duplicata, parce que de base l'algorithme va être entraîné pour supprimer les duplicata de par sa loss. Et comme on disait, il va pas avoir trop de mal à le faire parce que justement l'architecture est fait en sorte que qu'on puisse justement porter de l'attention sur le reste de ce qu'on prédit et donc facilement supprimer les duplicata. Voilà, alors un truc assez intéressant il dit que pour prédire des ensembles, une des stratégies, ça peut être d'utiliser des réseaux récurrents, de manière, en prédisant des séquences autorégressives. Bon, alors je ne connaissais pas cette idée-là, et lui, il va pas l'utiliser en fait cette idée. Mais du coup, voilà, intéressant. Donc je sais pas s'il y a des gens qui connaissaient cette idée de quand on veut prédire un ensemble, d'utiliser des réseaux récurrents. Mais en tout cas, ça fait sens dans le sort où les réseaux récurrents, c'est ce que tu as déjà prédit. Et donc c'est plus facile de supprimer les duplicata parce que comme tu as déjà de l'information sur ce que tu as déjà prédit dans le passé, on peut imaginer qu'on peut éviter de reprédire exactement la même chose. Mais voilà, je sais pas s'il y a des gens du coup. Bon, en fait, ils ont mis qu'une seule citation, du coup, je sais pas si. Mais ils mettent à chaque fois qu'une seule citation. Enfin, non, ça dépend. Mais du coup, on sait pas si c'est des trucs populaires ou pas en fait. En soi, c'est juste exactement la même idée que l'idée avec les Transformers. Ouais, c'est ça. T'as juste une prédiction d'une suite de boîtes. Ouais, c'est ça. Et les boîtes sont à peu près aware des autres. C'est ça, mais en fait, il y a quand même. Dans un sens, mais c'est plus ou moins le même concept, quoi. Mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est que contrairement à un réseau récurrent dans lequel il y a une ordre, il y a une timeline, en fait, c'est pas permutation invariant en fait, les prédictions d'ARNN. Tandis que là, nous, on va avoir le RNN, il va peut-être essayer intuitivement de commencer par la plus probable et puis. Ouais, ça peut tout à fait. Mais du coup, voilà, il y a quand même ce problème que tu n'aies pas de permutation invariant. Et le RNN, il va en prédire une infinité, donc il doit prédire au bout d'un moment une sorte de n token ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Alors que le Transformer, si je me souviens bien, celui-ci en tout cas, il prédit des sets de taille fixe. Ouais. C'est un truc comme ça, non ? Tout à fait. Ouais. Bah après, ça, je sais pas si l'un des deux est plus facile que l'autre, hein, mais peut-être pas en réalité. Parce que du coup, t'as pas vraiment de data unbalance si tu fais avec un RNN. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est d'utiliser en fait un appariement de labels et de prédictions. Donc généralement, en fait, quand vous faites un problème de machine learning, vous avez déjà vos labels qui correspondent à des entrées
Et donc, c'est extrêmement naturel d'apparier vos prédictions avec vos labels. Il suffit simplement d'apparier vos labels avec les prédictions qui correspondent aux mêmes entrées. Enfin, aux entrées appariées. Et là, en fait, l'idée, c'est que en fait, l'appariement, on le fait après la prédiction. C'est-à-dire qu'on va prédire plusieurs boîtes, et ensuite, pour chacune de ces boîtes, on va lui proposer un label, un unique label. On va faire un matching entre les prédictions et le grand trou, de façon à minimiser la distance totale de matching. C'est-à-dire que si vous précisez carotte, pamplemousse, fraise, et que vos labels, c'est banane, carotte, et ben du coup, la carotte que vous avez prédit, vous allez le matcher avec la carotte de label. Le pamplemousse qui n'apparaît pas, vous allez le matcher avec un objet qui n'existe pas. Donc ici, vous allez avoir du coup une loss qui va augmenter. Et je sais plus ce que j'avais dit, banane, je crois. Donc cette fois, vous avez prédit banane, mais il n'existe pas. Enfin, non, pardon, il y avait le banane en étiquette, mais vous l'avez pas prédit. Donc ici, pareil, il va y avoir un matching entre un grand trou banane et une prédiction qui est il n'y a pas d'objet. Et donc votre loss va augmenter. Et du coup, voilà, on fait le meilleur matching, on fait la meilleure permutation, entre guillemets, si vous voulez, entre les labels et vos prédictions, de façon à minimiser la distance de match. Et ensuite, on regarde ce que vous avez prédit et on regarde la loss. Donc si toutes vos boîtes ont la bonne classe et ont la bonne taille de boîte, du coup c'est bien, vous allez avoir une loss faible. Si par contre, même en ayant mis la meilleure permutation possible, vous êtes quand même encore loin du compte, dans un sens ou dans l'autre, votre loss du coup va être élevé. Et du coup voilà, c'est intéressant, si vous prédisez n fois le même objet, du coup vous allez avoir une loss très mauvaise, parce que vous allez avoir une fois, ok, vous avez bien prédit l'objet, mais n-1 fois, vous avez prédit un mauvais objet. Et du coup, deuxième chose, c'est que par nature, votre solution est forcément permutation invariant, parce que si vous permutez vos prédictions, ça va juste changer la permutation optimale, mais ça va pas changer la valeur de la loss finale. Vous comprenez ou pas? Ça c'est un truc très très important, c'est pour ça que je prends le temps d'en parler. Parce que c'est... Comment? Non, je répondais à ta question, pour moi c'est clair. Ok. Et les autres? Parce que Jules, lui, il comprend tout, mais c'est trop facile. C'est l'inverse, en fait. Si c'est pas clair pour Jules, c'est que personne n'a compris. Non, ça va, pour moi c'est clair aussi. Ok. Pour moi, c'est clair, mais j'avais quand même une question parce que dans ton exemple, tu utilisais pas les propriétés des bounding box, du genre la taille et. Ouais, en fait, c'est parce que j'ai voulu simplifier le problème, mais en fait, vous avez classe et 4 valeurs de bounding box. Donc xy, les coordonnées du centre, et extension x, extension y. Et en label, vous avez exactement la même chose. Donc ça, c'est les... Donc voilà, donc admettons classe 1. Ok, donc le matching, il est fait entre ces deux. Voilà, et en fait, le matching, il se fait avec ces 4 valeurs. Mais on va le voir, en fait, dans la suite plus précisément. Donc là, vous voyez, donc admettons, on a 2 prédictions. Et on a 2 labels. Hop. Donc, pas forcément dans le même ordre. Voilà, donc ici, c'est les prédictions, ici, c'est les labels. Et donc là, admettons, voilà, donc ici, hop, plus 0,1, on va dire, on va perturber un petit peu. Et les classes, on va dire que vous avez pris parfaitement les classes 1-0, enfin de manière binaire. Donc ici, voilà, on va matcher lui avec lui et lui avec lui. En prenant en compte à la fois la classe, votre performance en classe et votre performance en bounding box. Si par exemple ici vous avez prédit classe, enfin que ici vous avez prédit en fait la mauvaise classe, donc par exemple une classe 3. Ici, ce truc là va quand même être matché avec lui parce que c'est le plus proche. Et ensuite, par défaut, comme il reste plus que lui, il va être matché avec lui. Et donc là, vous allez avoir une grosse perte parce que vous avez tout simplement, pour ce deuxième objet, prédit la mauvaise classe. Ok, donc tu peux avoir des matchs interclasses aussi. Ouais, c'est ça. En fait, ça prend en compte tout. En fait, il faut imaginer parce que dans vos ton exemple prédictions... avec les fraises et les bananes avant, ouais. t'avais dit en gros que la fraise, elle allait être match avec nos ground truths et que la banane, elle allait être match avec nos predictions. Donc en fait, c'est pas tout à fait ça. La fraise et la banane seraient match entre elles et elles auraient une grosse loss parce que c'est pas la bonne classe. Ouais, c'est ça. Enfin, ça dépend en fait du nombre de classes que vous avez prédit et puis du nombre d'objets. Si vous avez prédit tout ça là, classe 4,
En gros, ce qui va se passer, donc avec des bounding box différentes. En fait, ici, le match qui va se passer. Je sais pas si vous voyez bien, d'ailleurs, je sais pas si je peux zoomer. Voilà. Hop, je zoome encore. Donc ici, le match qui va se passer, bah déjà, lui, c'est facile, il match très bien, que ce soit en termes de classe et en termes de box, lui. Donc, on va l'appeler AA, voilà. Et ici, il n'y a rien qui correspond à la fois en classe et en extension. Enfin, pas en extension, en bounding box. Mais par exemple, lui, ça se trouve, il prédit classe 3 à probabilité 0,6 et classe 1 à probabilité 0,04, allez. Parce que du coup c'est continu hein, évidemment les prédictions, on prédit pas une classe, on prédit en fait tout un vecteur de probabilité pour chacune des classes. Et donc lui finalement, il se rapproche pas mal de lui parce qu'il a des box très proches. Et voilà, et en classification il est pas parfait mais il s'en rapproche. En tout cas il s'en rapproche plus que lui, qui a à la fois la mauvaise classe et la mauvaise boîte. Donc on va mettre B avec B. Et donc par défaut, ici notre C, on a prédit un objet qui n'existe pas, donc il va être matché avec nos classes. Voilà, il n'y a pas de bounding box. Donc on verra dans comment on sait gérer le fait qu'il n'y ait pas de bounding box dans la loss. Et voilà. C'est un peu plus clair comme ça ou pas? Là j'ai fait un exemple où il y a un peu toutes les possibilités. Ouais, Oui, c'est bien. oui, très clair. Merci. Mais du coup, il faut quand même avoir une distance qui prenne en compte, qui pondère en fonction de la prédiction de la classe et aussi en fonction de la taille des bounding box. C'est ça. Donc en fait, la distance de match, elle va avoir deux termes. Un terme qui correspond à la classe et un terme qui correspond à la bounding box. Et cette distance, elle est fixée. C'est des hyperparamètres qui ont été fixés avant c'est des. C'est ça, ouais. C'est des paramètres c'est des hyperparamètres qu'ils ont tunés eux à la main. Et je vous donnerai les valeurs d'ailleurs, si vous voulez. Oui. Ok, parfait. Je les ai en tête, mais on verra plus tard l'équation. Ok. Bon, parce que vous avez compris ça, c'est bien, parce que vous avez compris. Oh, pardon. Vous avez compris 50% de tout l'apport du papier. Et si vous connaissez déjà les transformers, vous comprendrez 100% de l'apport du papier dans pas longtemps. Voilà. Et du coup, c'est bien parce que naturellement, votre loss, elle va faire en sorte que chaque boîte correspond à un unique objet. On a d'ailleurs une question dans le chat, je sais pas si elle t'a répondu avec l'exemple. Comment on trouve le meilleur appariement? Très bonne question. En fait, là, on est dans les related work, donc du coup, pour l'instant, la méthode n'est pas présentée, mais on va le voir en détail. Ne t'inquiète pas, là, en fait, on est au début du papier. C'est comme ça que ça marche. C'est ça, c'est l'algorithme hongrois. Alors, l'algorithme hongrois, c'est... En fait, l'algorithme hongrois, c'est un algorithme qui permet de trouver justement la meilleure permutation possible. Donc, vous pouvez regarder sur Wikipédia comment ça marche. Et la complexité, elle est pas trop mal, quoi. On n'est pas en n factoriel, qui serait l'algorithme naïf, en regardant toutes les permutations possibles. Mais après, la question, justement, et c'est ce qu'on disait, c'est quelle distance on utilise, en fait. Ça dépend, du coup, très fortement de la distance qu'on choisit. Mais voilà, après, on peut appliquer l'algorithme hongrois. Mais on va le voir dans le détail, ça, de toute façon. Voilà, alors la deuxième idée, alors ça c'est un peu traître parce qu'en fait c'est pas une idée du papier en fait. En fait je vous ai dit que dans l'architecture il y a une idée intéressante qui est d'apprendre en fait les anchors. Et ce truc là fait que, ça découle qu'on fasse du parallel decoding. Alors le parallel decoding c'est quoi? C'est un type de décodeur de transformer particulier dans lequel on prédit la séquence d'un coup. Donc contrairement à ce qu'on disait avant avec les RNN, on va pas prédire token par token, on va prédire tout d'un coup. Donc ce qui est plus logique si on est permutation invariant. Enfin si on veut avoir une sortie permutation invariant. Et vous allez voir que l'idée en fait découle, le fait qu'on fasse du parallel decoding découle en fait de l'idée de l'architecture. Donc je vais pas aller trop dans les détails. Alors, en fait j'avais jamais vu ce type de décodeur et apparemment ça existe dans d'autres tâches. Et même d'ailleurs dans des tâches de NLP, des tâches simples, par exemple les word representation learning, on n'a pas forcément besoin j'imagine d'avoir les relations entre tous les mots, j'en sais rien. Enfin, dans un ordre précis. Du coup, voilà. Donc il y a ce genre de décodeur qui existe. Et du coup, c'est intéressant parce que contrairement à la prédiction token par token, ici, on peut vraiment être en one stage. C'est-à-dire qu'on passe une fois l'image et après, boum, on a directement toutes nos bounding box. En NLP, ça marche pas comme ça. En NLP, par exemple, vous demandez à ChatGPT quel temps il fait aujourd'hui.
Il va pas vous répondre, hein, mais du coup, voilà, il va prendre la requête en entier, et après, il va générer les tokens un par un, mais à chaque fois qu'il va générer un token, il va le renvoyer dans l'architecture, il va refaire un passage pour prédire le deuxième token, et éventuellement d'ailleurs changer le premier token. Tu comptes détailler voilà. comment ça marche exactement ce parallèle décodeur? Oui, mais en fait, c'est extrêmement simple. Imagine-toi que tu es au tout dernier token à générer. Ouais. Le tout dernier token. Donc tu renvoies en entrée tout ce que tu as prédit jusque-là. Donc tous les tokens sauf le tout dernier que tu n'as pas encore prédit. Et après, tu vas passer toute l'information pour prédire le tout dernier token. Bah voilà, le parallèle decoding, c'est en gros juste cette toute dernière étape. C'est-à-dire que tu vas donner toute l'information dont le décodeur a besoin, et en un coup, tu vas prédire toute la séquence. Et du coup, ça veut dire que parmi les informations dont le décodeur a besoin, il n'y a aucune des autres boîtes. Du coup, comment les En boîtes fait, ouais, peuvent c'est ça. Il n'y a pas d'idée s'influencer? récurrente. Il n'y a pas d'idée récurrente. C'est-à-dire que le décodeur, il récupère pas l'information de tes prédictions précédentes. Parce Ouais, qu'il mais n'y a pas de on avait précédent, quand en même fait. une idée au départ de prédire conjointement les boîtes pour qu'elles puissent C'est annuler en ça. quelque sorte. C'est ça. Donc Mais c'est pour passé ça, où ça? bah justement, on va voir dans l'architecture. Ok. Mais en fait, c'est simplement la self-attention du décodeur, en fait, qui permet de faire ça. Et du coup, pour distinguer les prédictions des boîtes différentes, tu fais quoi? Tu fais une genre de Self-attention temporal du encoding décodeur. ou- Self-attention du décodeur. La self-attention, elle va regarder l'information de chaque query. Ensuite, elle va le passer dans une couche dense. Et ensuite, elle va comparer ces trucs-là. Donc, elle va faire l'exhaustivité de toutes les paires possibles. Et donc, tu comprends que très naturellement, s'il y a deux queries différentes qui ont la même information, eh ben, on va tout de suite voir que le modèle n'aura aucune difficulté pour matcher cette paire et porter son attention justement sur cette paire. Et là, du coup, le modèle il va se dire ah tiens, il y a un problème, on a deux choses identiques. Non, mais je comprends pas parce que on est d'accord que sur une passe du décodeur, tu prédis une boîte. Non, tu prédis toutes les boîtes, justement, tu prédis la séquence en entier de toutes les boîtes. Prédire une boîte par une boîte, ce serait justement cette idée de prédire un token par un token. Ici, Ouais, mais on va je prédire pense- toutes les boîtes. Ce que j'avais compris moi dans ton explication où tu disais que Mais si tu veux, on regarde. prédire une boîte c'est comme prédire le dernier token, c'est que je pensais que tu prédisais Ouais. une boîte à chaque fois, mais que tu peux toutes les faire en parallèle parce que t'as pas besoin des Mais en fait, informations des autres. quand. Ouais, alors peut-être que mon exemple est pas le plus clair possible. Mais quand on va voir l'architecture, de toute façon, ça va être clair. Mais en Ok. fait, il faut imaginer qu'un transformer, justement dans cette dernière étape pour prédire le dernier token, le transformer peut se corriger à toutes les étapes en fait. Enfin, à tous les tokens. Il peut réécrire la phrase en entier s'il le souhaite. Parce qu'on va reprédire en fait la totalité de la séquence. Ok, bah ça pour l'instant pour moi c'est pas clair. Donc on verra quand on aura l'archi. Ouais. Mais en fait, c'est parce que le parallèle avec le NLP et la génération de texte est pas optimal parce que justement en texte, on a besoin de savoir ce qu'on a prédit avant pour que la suite de notre phrase soit cohérente. Mais nous ici, en fait, on s'en fiche de savoir ce qu'on a prédit avant. Ce qui est important, c'est ce qu'on prédit en tout à la fois en fait. Et il n'y a pas de notion de ce qu'il y a avant. C'est en même temps en fait. C'est l'architecture Macron, c'est en même temps. Ça y est, je suis à Twitch. Ça aura duré une demi-séance. C'est bien. Merci à tous. Vas-y, continue du coup. Maintenant, j'ai envie d'en être C'est bon déjà au schéma où on fait l'archi là. Voilà. Faut avancer. Et donc ici, ouais, mais je fais des petites pauses pour que les gens comprennent le truc. Donc ici, puis je regarde le chat un peu aussi. Ouais, je suis pas de futur professionnel, je gère peut-être pas très bien mon temps pour l'instant. Voilà, donc ici, bon, on passe rapidement. Simplement, il dit il fait une petite analyse en disant que tous les algorithmes d'objet detection jusque-là, en fait, qu'on soit en one stage ou en two stage, en réalité, les performances dépendent quand même très fortement de ce qu'on prend justement pour les priors de boîte, les ensures. Et il dit que du coup, c'est très intéressant notre méthode parce que comme on les apprend, on se dédouane en fait de cette idée critique en fait, de bien fitter les bons priors. Parce qu'en fait, c'est fait automatiquement par le modèle. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait. Et une étude plus récente dit que, limite un petit peu cette remarque en disant que un autre aspect quand même très important,
c'est aussi de comment est-ce qu'on représente les boîtes positives et négatives, c'est-à-dire les boîtes avec objet et sans objet. Et qu'en réalité, qu'on soit en one stage ou en two stage, si on fait cette représentation-là de manière similaire, en one stage ou en two stage, on a en fait des performances égales. Donc voilà, c'est pour dire que très bien, les onshores dépendent effectivement de nos prédictions, mais en réalité, il y a d'autres facteurs. Donc voilà, entre guillemets, cette idée d'apprendre les onshores, c'est pas non plus le saint graal absolu qui a révolutionné l'object detection à 100%. Non, ça rajoute plutôt une autre branche très intéressante en parallèle. Mais ça résout pas la totalité des problèmes des architectures d'object detection. Et voilà, le modèle reste quand même effectivement très intéressant pour toutes ces raisons. Ok, on arrive sur l'architecture enfin. Bon, j'arrive pas à cliquer dessus. Bon, on va y aller manuellement. Désolé. Elle est là. Donc l'architecture en fait assez simple. Donc on a notre feature extractor qui va prendre l'image en entrée. Donner du coup des descripteurs. Donc plein de descripteurs. On rajoute du positional encoding. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans les... qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les transformers. Et ici le positional encoding il est fixé. Et il est sinusoïdal. Voilà, donc ensuite on le fait passer dans l'encodeur. Donc l'encodeur classique, il va permettre tout simplement d'avoir une bien meilleure représentation de l'image, mais qui en même temps, étant donné que dans cet encodeur là on va avoir de la self-attention, ça permet d'avoir des espaces de représentation qui prennent en compte des endroits, notamment les relations de licence. Donc voilà, donc c'est une phase assez intéressante qui permet d'améliorer les performances. Mais le gros apport du papier, c'est au niveau du décodeur. Ouais, t'as une question ? Les trucs qui vont dans cet encodeur, c'est les pixels de la feature map qui sort du CNN. Ouais, c'est ça, c'est les descripteurs du CNN. Ok. On peut faire un peu le parallèle avec les patchs des VIT. Ouais, c'est un peu à ça que je pensais. C'est ça, mais la seule différence, c'est ça. Mais la seule différence, c'est que les patchs des VIT. Alors pour ceux qui connaissent ceux qui connaissent pas les VIT, on peut regarder rapidement. VIT chain. Le problème c'est que Vision Transformer. Je sais pas si on aura des trucs. Voilà, c'est ça. Donc en fait l'image elle est découpée ici. Attendez, je mets juste ça un peu plus grand. L'image elle est découpée en plusieurs patchs, donc en plusieurs zones. Et ensuite chaque zone, on va le faire rentrer dans un encodeur de transformer. La seule différence ici, c'est que au lieu d'avoir simplement de découper spatialement les images, en fait, on va avoir ici tout un feature extractor, tout un CNN. Et donc chaque patch, plutôt que de correspondre à une zone véritablement, chaque patch va en fait avoir sa portée dans la totalité de l'image. Comme on peut le voir du coup ici, où on donne toute l'image en entrée. Ensuite le CNN va donner plein de descripteurs. Et c'est ces descripteurs qu'on fait passer dans l'encodeur. Et donc chaque descripteur a en réalité une portée à la totalité de l'image en portée. Donc c'est pour ça que le parallèle ne peut pas être fait à 100%. Mais dans l'idée, sinon ça ressemble exactement en fait. Voilà, et enfin... C'est bon pour toi ? Juste aussi un truc. Ah pardon. Ouais. Non, je sais pas si Jules t'a fini. Pour Jules, c'est bon quoi. C'est bon, vas-y. Ouais, c'est juste le positional encoding du coup qui est utilisé là, c'est plus pour essayer de donner un espèce d'ordre de priorité. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt de mettre positional encoding quand il n'y a pas vraiment d'ordre. Si, le positional encoding en fait il est important. C'est parce que Alors comment expliquer ça ? Par exemple, pour différencier mieux c'est pour garder tes relations spatiales entre... Ouais, c'est ça. En fait, si tu as un goéland dans ton image, ça se trouve, si tu as un goéland dans ton image, le tout premier descripteur de ton CNN va avoir une forme particulière. Et donc, quand tu vas le rentrer dans l'encodeur, c'est important de se rappeler à quel descripteur je corresponds en fait. Si tu veux, les sorties du CNN, elles sont pas permutation invariant par contre. En fait, si tu mettais pas de positional encoding, tu serais perdu parce que tu aurais les descripteurs des CNN, mais tu saurais pas quel numéro du descripteur ça correspond. À quel numéro du descripteur ça correspond. Donc c'est un petit peu comme si tu faisais une classification d'image avec un CNN, et donc tu mets une couche dense, une couche de classification à la fin du CNN, sauf qu'à chaque fois tu shuffles
toute ta sortie du CNN. Bah, il y a peu de chances que tu arrives à entraîner un modèle qui fonctionne. Et donc en fait ici c'est la même idée. Le positional encoding permet d'éviter d'avoir un shuffle, enfin que ça revienne au même en fait de shuffle, donc de mélanger l'ordre de tous les descripteurs. Donc s'il est très important. En fait, il est même important, il est tellement important qu'en réalité, on va pas le rajouter uniquement en entrée de l'encodeur. En fait, on va le remettre à chaque layer. Le Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais. Donc c'est pas mis dans l'encodeur, mais enfin c'est pas mis dans le schéma, mais ouais, on le rajoute à chaque étape. Et dans le décodeur aussi d'ailleurs. C'est indiqué sur le schéma, j'imagine, le positional encoding, il est en 2D. C'est pas juste un positional encoding 1D du flattening de l'image. Bah les descripteurs sont flatten, donc si le positional encoding il est flatten aussi. Oui, mais je veux dire, ton encodage, il encode la position en 2 dimensions. Je pense pas, honnêtement. Bah, Parce qu'il n'y a pas de c'est relation. ce que l'image a l'air d'indiquer, quand même. Certes, mais peut-être. En fait, le truc, c'est que je sais qu'en fait, si tu dois avoir raison, parce qu'en fait, il flatten quelque chose. Attends que je me rappelle. Ça me paraît En beaucoup fait, plus oui, c'est logique, ça. en fait. C'est parce que qu'en comme fait, le ça, c'est CNN. très facile de savoir si t'as 2 pixels qui sont Ouais, mais en fait, voisins, ce qui me- même sur la dimension qui est pas la dimension du flatten. tu c'est vois ce ça. que je Mais veux en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, le CNN, il renvoie pas un truc flat, il renvoie des feature maps. Et donc, les feature maps, effectivement, du coup, c'est des images en 2D. Donc, on rajoute du positional encoding 2D parce que ça fait quand même sens. C'est-à-dire que les descripteurs, même s'ils ont la portée sur toute l'image, ils correspondent quand même à une zone en particulier. C'est-à-dire que Ouais, vous allez voilà, c'est avoir en entrée une image de haute résolution. À la fin, vous allez avoir une image en très basse résolution, par exemple, je sais pas moi, du 8x8. Mais du coup, le descripteur en haut à gauche il correspond plutôt à des informations qu'il y a en haut à gauche de votre image. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, en fait, ouais, ça fait plus de sens que. Maintenant que tu me le dis, ça fait plus de sens, effectivement, d'avoir un positional encoding en 2D. Et c'est ce qu'on voit, en fait, ici, on voit des feature maps, en fait, dans le positional encoding. Et après, par contre, on flatten le tout. Donc on fait toute une ligne en fait et on le met dans l'encodeur. Alors tu peux réexpliquer le positional encoding, je suis un peu perdu. Ouais, alors tout à fait. C'est effectivement si c'est la première fois que tu vois les transformers, on est passé très vite sur positional encoding. Mais en fait c'est une idée en fait qui est apparue dans les transformers. Alors je pense que ça va être difficile de l'expliquer en réalité. L'idée c'est que quand tu rentres une séquence dans ton transformer, c'est pas facile d'expliquer ce concept-là. Donc ici, tu vois, tu as une séquence. Si tu veux, je peux la tenter si tu sais pas trop quoi dire. Non, mais c'est bon, je pense que je vais tenter. On verra. Après, peut-être tu peux faire une reformulation. Mais... Ouais, on a Ce qu'à que faire tu ça. fais, c'est que tu vas rajouter un certain nombre qui va être périodique. Et en fait, ici, dans tous tes vecteurs, donc un vecteur, c'est pas juste un nombre, c'est plusieurs nombres en fait. C'est une liste de nombres. Du coup, tu as une profondeur en fait. Et à chaque profondeur, tu vas rajouter aussi une fonction périodique, mais qui va avoir une fréquence différente. Et l'intérêt de faire ça, c'est que le modèle, il va comprendre, en fait, il va voir les patterns que tu lui as rajoutés, donc les nombres que tu lui as rajoutés, il va y avoir accès. Et donc, il va pouvoir plus facilement comprendre la distance qu'il y a entre deux éléments de ta séquence. Et ça, c'est un intérêt parce que quand tu vas faire de l'attention, c'est-à-dire que quand les éléments vont porter de l'attention sur les autres éléments, ils vont pouvoir avoir cette information de distance entre les pixels. Donc par exemple, le pixel numéro 4, là, il peut dire, il peut comprendre, tiens, je suis à distance 2 du pixel numéro 6. Et du coup, voilà, c'est simplement, en fait, on va rajouter une fonction périodique. Donc, cosinus de 0,1, cosinus de 0,2, cosinus de 0,3 à chaque élément. Et on change la période sur chacun des éléments des vecteurs. Et avec toutes ces informations-là, l'algorithme est capable de remonter à la distance entre les différents éléments. C'est parce qu'en fait, dans l'idée, la façon dont un transformer est fait, c'est que si tu permutes deux éléments, a priori, ça va faire exactement la même sortie. Donc, permuter de la même manière. Mais ça ne va pas changer du coup la relation qu'il y a entre tes éléments. Et donc l'idée de rajouter ce positional encoding, c'est de rajouter une information justement spatiale et pas que le modèle soit à permutation invariante. Parce qu'on n'en a pas envie en fait dans l'encodeur, parce que sinon ça, comme on disait, pour comprendre l'information de l'image,
on a besoin de se rappeler à quel feature extractor je correspond. Enfin, à quelle sortie du feature extractor je correspond. Quel numéro du descripteur je correspond. Et sinon, je peux te renvoyer au papier Attention is all you need. Ce qui n'est pas un papier facile à comprendre, mais qui explique le positional encoding. Mais effectivement, si tu n'as jamais vu les transformers avant, ouais, c'est peut-être un petit peu compliqué de suivre ici l'architecture. Même si en réalité, là, on revient un peu sur les détails, donc c'est quand même pas mal, ça peut être une bonne approche pour voir les transformers. Peut-être même plus clair que le papier lui-même, d'ailleurs, qui n'est pas réputé pour être facile. Et voilà. Moi, j'avais Ça une va, question. Jules, tu veux rajouter quelque chose ou pas de cette explication? Ouais, Allez-y. je peux faire une reformulation très rapide parce que je l'aurais pas expliqué comme ça, donc ça servira peut-être à des gens Ouais. d'avoir une autre perspective. Comme tu dis, le point de départ, c'est vraiment de bien se rendre compte que on a une donnée où l'ordre a une importance. On a d'abord le pixel en haut à gauche, puis le pixel qui est à sa droite, puis le pixel qui est à sa droite, etc. Donc l'ordre a une importance dans les données qu'on a en entrée. Mais le transformer, voilà, comme tu dis, il est permutation invariant, donc il ne voit aucune différence entre l'élément 1, l'élément 2, etc. Il n'y a aucun ordre dans ce qu'on lui met en entrée. Et du coup, il faut lui faire passer cet ordre d'une manière ou d'une autre grâce à l'information qu'il y a dans les éléments. Donc, un moyen extrêmement simple de faire ça et très très naïf, ce serait par exemple au premier élément, tu ajoutes au premier vecteur, tu ajoutes un 1, au deuxième vecteur, tu ajoutes un 2, au troisième vecteur, tu ajoutes un 3, etc. Et en fait, un positional encoding, c'est exactement ça, sauf qu'au lieu de rajouter 1, 2, 3, ce qui est quand même assez naïf et pas forcément facile à lire pour un réseau de neurones, en fait, tu mets la version fréquentielle de 1, 2, 3 dedans. Et au lieu de concaténer, ben, tu sommes. Mais concrètement, c'est un autre encodage de rajouter 1, 2, 3, etc. à tes éléments d'entrée. J'ajouterais un dernier truc, c'est que le positional encoding, c'est pas vraiment une idée du papier, et c'est pas quelque chose de capital. Enfin, c'est pas quelque chose de capital du papier. Donc, mais c'est juste quelque chose de très classique en fait dans les transformers. Donc, s'il y a encore des zones de flou, c'est pas forcément grave pour comprendre l'intérêt du papier en fait. Simplement, si ça t'intéresse, et effectivement, je pense que c'est bien de regarder les architectures de transformers parce qu'on en croise partout maintenant. Tu pourras regarder plus en détail positional encoding, mais ça fait pas vraiment partie de ce papier-là, quoi. C'est pas un apport vraiment du papier, c'est pas forcément d'ailleurs très important parce que il en parle pas beaucoup de ce positional encoding périodique. Il y avait une autre question, je crois, qui est apparue dans le Jitsi. Ouais, moi j'ai une question. Ouais. Du coup, au début du papier, il disait que l'archi était assez mauvaise pour détecter et classifier des petits objets. Mais du coup, c'est pas réglé avec du positional encoding, le fait d'avoir la proximité des pixels, enfin avoir une notion de proximité des pixels. Non, le positional encoding, enfin ici en tout cas, il est capital pour comprendre enfin pour pouvoir utiliser de manière efficace la sortie du CNN. Mais en fait, le CNN, ça se trouve, il a déjà perdu de l'information dans les petits objets, potentiellement. Et donc, déjà ça, tu vas pas pouvoir le récupérer, en fait, ça, c'est parce que c'est un truc qui arrive après le CNN. Donc, si ton CNN a pas bien capté les petits objets, bah, il saura pas mieux le faire. Et après, lorsque tu passes dans l'encodeur, bah, que tu aies du positional encoding ou pas, au final, bah, tu vas quand même, quand tu vas porter de l'attention sur les différentes zones de l'image, tu vas justement utiliser cette information de la distance. Mais donc cette information de la distance, effectivement, avec le positional encoding, tu auras une bonne information sur la distance vraiment entre tous les pixels. Mais ça va pas pousser l'algorithme à se rapprocher des distances faibles. C'est juste, tu lui donnes la possibilité effectivement de te rapprocher des distances faibles, c'est-à-dire de porter l'attention sur les zones locales, mais tu lui laisses aussi la possibilité de vraiment regarder ce qui se passe ailleurs dans l'image, et donc il va le faire en fait. Donc c'est le positional encoding en fait de facto il a besoin d'être là, il va te permettre d'avoir une bonne information sur la distance entre tous les pixels, mais si l'algorithme décide qu'il ne faut pas porter son attention sur les voisins mais qu'il faut porter l'attention sur les pixels éloignés, bah ça va pas l'empêcher en fait. Il va le faire quand même.
Donc Ok. ça règle pas vraiment la question en fait, le position encoding. Puis en fait, le position encoding, en fait, il est tellement intrinsèque à l'architecture que, oui, certes, si tu enlèves le position encoding, tu peux plus détecter les petits objets, mais en fait, j'ai envie de dire, tu peux plus rien détecter. En fait. C'est ça en fait ce que Ouais. je voulais dire. Mm. Tu vois? Enfin, t'auras énormément de mal à comprendre en fait ce qui t'arrive en fait si tu enlèves le position encoding. Bah, en fait, si t'enlèves le positional encoding, c'est très bizarre parce que tu vas forcer le CNN à l'apprendre. Et c'est un Ouais. peu, c'est un peu C'est con. ça. Mais en fait, ce qui est quand même faisable, hein, c'est-à-dire que si tu enlèves totalement le positional encoding, et c'est ce qu'ils font ici, tu perds 7% d'AP, mais t'es pas à 0 d'AP en fait. Alors l'AP c'est la métrique en fait pour l'objet detection. Et donc tu perds énormément en performance. D'ailleurs, c'est bien d'ailleurs qu'on en parle parce que justement ils ont fait l'analyse, donc c'est assez marrant. Mais tu vois ce que ça donne quand tu enlèves le positional encoding, ça explose tout en fait. Ça fait plus rien de bien. Donc c'est pour ça que voilà, on faut pas quand même voir le position encoding comme une technique supplémentaire qui permet de détecter les petits objets. Non, non, c'est une technique capitale qui permet de détecter quelque chose, qui permet de détecter de manière Ouais, plus facilement. ouais. Ok. C'est ça que contrairement à C'est ce un peu que je suis comme en si train de t'avais- dire, si tu le mets pas, tu peux quand même détecter des choses parce que tu peux quand même l'apprendre d'une certaine manière. Mais Pas mettre le positional encoding, c'est comme si tu avais un large language model et tu lui demandes de prédire le mot suivant, mais au lieu de lui donner la phrase qui vient avant, tu lui donnes juste tous les mots qu'il y avait avant, mais dans un sac, et tu lui dis pas dans quel ordre ils étaient. Alors c'est un peu compliqué. voilà, et maintenant le décodeur. Alors les décodeurs, justement, c'est le gros apport. En fait, l'idée, c'est que, en général, en NLP, vous avez une architecture qui est très similaire. Et en fait, ici, rouge, vert, jaune, bleu, en fait, ça correspond à des mots que vous êtes en train de prédire. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a il y a une flèche qui fait le tour comme ça, une flèche récurrente, qui vous dit qu'en fait, quand vous prédisez un mot, pour prédire le prochain mot, vous allez remettre en entrée du décodeur le mot que vous venez d'apprendre. Et si vous êtes au tout début de votre séquence, bah vous lui mettez juste le mot je commence ma séquence. Et ici, la grande différence, c'est qu'en fait, on va passer donc des vecteurs d'information de la même manière qu'un décodeur classique. Mais cette fois, ces vecteurs, ils correspondent pas aux prédictions, mais ils correspondent simplement à des vecteurs appris. C'est-à-dire que ça va être en fait des paramètres de votre machine learning, de votre réseau de neurones, de votre modèle de machine learning. Donc en fait, vous apprenez les entrées qui sont ici. Alors si vous n'êtes pas familiarisé avec cette architecture du décodeur, en fait, il faut voir ces vecteurs comme étant des queries, c'est-à-dire des requêtes. Et donc je fais ma requête. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone, par exemple, en haut à gauche de mon image? Voilà, c'est ça ma requête. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone en haut à gauche? Et donc voilà, donc on va faire cette requête-là. On va récupérer l'information des images. On va faire ce qu'on appelle de la cross-attention, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire matcher ma requête avec les différentes représentations que j'ai en sortie de mon encodeur. Et donc voilà, donc je porte mon attention là-dessus. Donc je garde les informations, toutes les informations qu'il y a ici, je garde uniquement celles qui m'intéressent. Et ensuite, je continue mon réseau de neurones. Je transmets l'information sur laquelle j'ai porté mon attention. Et en même temps, je vais aussi porter mon attention sur l'information des autres requêtes. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça permet justement d'éviter notamment ce qu'on disait, les duplicata. C'est-à-dire que s'il y a une autre requête qui dit qu'est-ce qui se passe en haut à gauche, un petit peu plus à droite, on va dire, et qu'en fait on est en train de prédire le même objet, là on va pouvoir le comprendre parce qu'on va porter justement de l'attention sur les autres requêtes, et donc on va pouvoir voir, ah, attention là je suis en train de prédire la même chose. Ok, alors j'ai une question avant que tu continues. Vas-y, Donc, vas-y. juste pour être sûr que j'ai bien compris. En Ouais. gros, dans ce décodeur, tu as deux types de couches. Des couches de cross-attention et des couches Ouais. de self-attention. Ouais. Dans les couches de self-attention, les queries, Attends. les keys et les values viennent des objects, donc des boîtes. Et dans les couches de cross-attention, les queries viennent des boîtes et les values et les keys viennent des features. Voilà, c'est ça. Alors voilà le schéma, entre guillemets, on zoome sur le décodeur. Donc c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que on va avoir donc une succession de couches, donc qu'on appelle self-attention ici et cross-attention ici. Dans la self-attention,
on va porter de l'attention sur les requêtes. Donc, vous voyez ici les flèches proviennent des requêtes, donc toutes les flèches proviennent. Alors sans forcément comprendre exactement ce que c'est que V, K et Q, en fait ce qu'il faut retenir c'est que Q c'est les requêtes, qu'est-ce que j'attends, et V et K c'est l'information que je vais traiter. Donc c'est comme quand vous faites une requête sur Google, vous allez taper, je sais pas, vidéo de chien, et vous allez avoir donc dans la base de données de Google plein de vidéos de chiens qui correspondent au value et leur description qui correspond au key. Ensuite, on va essayer de matcher votre requête avec les descriptions. Et s'il y a une vidéo sur laquelle la description matche parfaitement votre requête, donc c'est-à-dire que Q et K sont proches, eh ben on va vous renvoyer cette vidéo-là. Donc on va vous renvoyer cette value. Et donc dans le cadre de notre self-attention à nous, c'est alors comment ça se traduit? On a par exemple la boîte bleue, donc qui est notre requête, et on va avoir l'information qui est en train de donner la boîte jaune, donc c'est-à-dire quel objet la boîte jaune va détecter. Et donc là, on va récupérer les values et les keys de la boîte jaune, on va comparer la requête bleue et la requête jaune, et ensuite si on porte notre attention, eh ben, on va récupérer l'information, enfin si on porte notre attention sur la boîte jaune, eh ben, la boîte bleue va récupérer l'information justement de cette boîte jaune. Et donc ici, on va purement regarder qu'est-ce que les autres queries sont en train de prédire. Et donc, de manière alternative, donc là, il faut imaginer c'est juste un bloc. Donc il faut imaginer que ce bloc-là, tout ça là, vous le dupliquez plusieurs fois. Et donc de manière alternative, on va avoir une autre couche qui, elle, va porter son attention sur la sortie de ce bloc-là, où ici, vous avez les images. Donc ici, vous avez que les images. Ici, vous avez que l'information des images. Et donc là, pour chaque requête, vous allez voir les descripteurs des images, lesquels correspondent à l'information que vous attendez, et lesquels ne correspondent pas. Et vous allez pouvoir justement renvoyer les informations qui proviennent, vous voyez en suivant la flèche, des images. Et du coup, en ayant la succession des deux, vous allez à la fois pouvoir traiter l'information qui est dans les images et récupérer justement ces valeurs, enfin fournir ces valeurs-là, mais vous allez aussi pouvoir voir ce que les autres requêtes sont en train de renvoyer. Et cette dernière partie, c'est simplement une couche dense qui va vous permettre d'avoir des meilleurs descripteurs, voilà, complexifiant entre guillemets votre réseau. Comme quand vous avez plusieurs couches de réseau de neurones. Voilà. On est d'accord que c'est exactement la même architecture que Exactement. le transformer de base, sauf qu'il n'y a pas de masque. Exactement. Ok. Alors les masques, en fait, c'est ce qu'on appelle les masques en NLP, typiquement. C'est en fait, quand on va comparer aux requêtes, on ne va pas comparer aux requêtes qui arrivent après, on va comparer uniquement aux requêtes qui arrivent avant. Pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'on a déjà prédit. Mais en fait, ce qui est logique, parce qu'étant donné qu'on prédit les choses un par un, en fait, typiquement quand vous êtes au dernier token, la suite elle est vide. Donc on s'en fiche en fait. Il n'y a rien en fait, parce que vous n'avez encore rien prédit. Donc ça, on s'en fiche. Et en même temps, pour chaque token précédent, on va regarder ce que vous avez prédit jusque-là pour pouvoir continuer la phrase de manière logique. Mais ici, on s'en fiche parce que on prédit toutes les boîtes, et au contraire, on a besoin de l'information de toutes les boîtes. Donc il n'y a pas de masque, et du coup, l'architecture elle est exactement ça, quoi. Elle est un petit peu plus simple en fait que les NLP. Et vous voyez, si le positional encoding sinusoïdal, vous le rajoutez en fait à chaque couche. Ouais. Attention. Mais seulement d'ailleurs en cross attention, là, je remarque. Pour le décodeur. Et uniquement pour la query, en fait, à chaque fois. Pour la query et la key. Ouais. Du coup, j'ai une question. C'est la partie self-attention qui permet de retirer les duplicata, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, parfait. Parce que c'est cette partie-là qui va prendre en entrée à la fois pour les keys, les values et les queries, les object queries. Enfin, ce qui lui a appelé object queries, il faut plutôt le voir en mode query des box en fait. C'est-à-dire, en haut à gauche, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est une query. C'est ça, tu peux voir la première couche, la self-attention, plutôt commençons par la deuxième. Tu peux voir la deuxième couche, la cross-attention, comme chaque bounding box qui va faire son petit marché dans les features pour aller trouver les informations dont elle a besoin. Dans l'image. Et la self-attention, c'est chaque bounding box qui va faire son petit marché dans les autres bounding box pour aller chercher les informations dont elle a besoin.
Mais après, c'est pas que pour supprimer les duplicata, hein. Par exemple, si vous faites de la classification, enfin de l'object detection, pardon, detection, où vous devez repérer les visages, les bras et les jambes, bah si à un moment donné vous voyez qu'il y a une requête qui correspond au visage et qu'elle est située en haut de l'image, bah là vous allez vous dire ah il y a probablement des bras juste en dessous. Et tiens il y a probablement aussi des jambes encore un petit peu en dessous. Et donc c'est pas juste pour supprimer les duplicata, c'est aussi pour voir en fait quels sont les objets qui existent déjà que je suis en train de prédire pour pouvoir justement affiner ma requête en fait, l'objet que moi en tant que query je suis en train d'apprendre. Et ça C'est permet extrêmement aussi. gore ce que tu racontes, c'était 100% ban Twitch. Ah, pardon. J'ai absolument pas entendu ce que j'ai dit. Ah, C'est quoi comme phrase? tu parles de bras et de jambes qu'on Ah oui. trouve dans des boîtes. Ah oui, ouais, oui, c'est vrai. c'est C'est vrai. shady ce que tu fais. Et dans Twitch, vous pouvez clip. Si jamais il y a des passages comme ça, vous pouvez clip. Et comme ça, vous voyez. En plus, j'ai pas beaucoup de vidéos, donc là, vous allez voir 2 vidéos d'Ether, donc enfin la vidéo qu'on est en train de faire, et tous les clips où je dis des trucs dégueulasses. Donc, donc voilà. Ça va, c'est clair du coup. Et puis en plus, ça permet, donc ça c'est pour les classes, mais ça permet aussi potentiellement de repréciser un petit peu la position exacte de la bounding box. Si par exemple il y a des alignements ou des choses comme ça peut être intéressant. Par exemple, vous prédisez un visage et vous prédisez des yeux dans d'autres boîtes. Bah, ça vous aide vachement de savoir la bounding box du visage pour pouvoir placer précisément vos yeux. Vous voyez, ce genre de choses. D'ailleurs, peut-être même d'ailleurs que dans les exemples, je sais pas si dans les exemples il y a ce genre de choses, mais. Ouais, donc ça c'est plutôt. Ouais, non, ici c'est des zèbres, mais. Pas des zèbres en entier, mais voilà. Voilà un peu l'idée. C'est bon pour l'architecture? Ah oui, et puis pour finir, du coup, chaque boîte, on va lui faire passer un MLP en fait, donc réseau dense, 3 couches, et en réalité 2 en parallèle, donc 2 branches en fait, l'une qui va prédire les classes et l'autre qui va prédire la bounding box. Donc c'est-à-dire voilà les 4 nombres, position du centre et puis extension, hauteur dans largeur. Donc ici il y a plusieurs FFN, mais en réalité c'est le même. Hein. Il n'y en a qu'un seul. Et voilà. Et à la fin, voilà, donc vous avez votre ce qu'on appelle la bipartie loss. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, admettons que là vous avez 2 goélands à détecter. Donc ici la classe rouge, elle a bien détecté le premier goéland. Vert dit pas d'objet. Jaune dit il y a un deuxième goéland ici. Et bleu dit il n'y a pas d'objet. Et donc là, typiquement, si vos labels c'est 2 bounding box, elles vont probablement être assez proches de ce qu'a fait la rouge et la jaune. Et donc vous allez apparier les bounding box de la manière dont on a envie, c'est-à-dire que la bounding box qui sera autour du premier goéland sera associée à la rouge, parce qu'elle correspond effectivement au premier goéland, et pour le deuxième goéland, on associe la boîte jaune. Mais si par exemple c'était la boîte bleue qui avait pris le deuxième goéland, du coup l'appariement il serait que le deuxième objet, le deuxième goéland, on l'apparierait cette fois avec la boîte bleue et pas la boîte jaune. Donc c'est pour ça qu'en fait on est permutation invariant. Et vous voyez que les 2 objets, on les a pas détectés par les 2 premières boîtes, on les a détectés par la boîte 1 et 3, et ça pose absolument aucun problème. Parce qu'on va justement regarder l'appariement optimal. Ça va juste changer la permutation, quoi, mais ça va pas changer la valeur de la loss, ni évidemment son gradient. Voilà. Donc ça c'est. Donc voilà, l'architecture du coup elle est complètement claire pour vous. Et si peut-être un autre truc que je peux vous montrer aussi pour les objets query. Il a fait une analyse assez intéressante. Si vous ne sentez pas que l'architecture est totalement claire pour vous, c'est pas grave. Ce papier, l'attention, ça existe depuis 5 ans et depuis 5 ans, à peu près tous les 2-3 mois, je me rends compte que j'avais pas tout compris, donc vous en faites pas. Voilà, mais au-delà de l'attention, les éléments qui sont spécifiques à l'objet detection, si ça c'est clair pour vous, c'est que vous avez compris les apports du papier. Et donc ici, c'est un graphe qui est assez intéressant. En fait, il a regardé 20 queries. Alors, j'ai pas dit, mais les queries, donc c'est-à-dire les vecteurs qu'on apprend ici, colorés. Enfin bon, vous en rappelez. Il y en a de l'ordre de 100. Et donc ici, donc il en a sélectionné 20. Et ensuite, donc sur un petit carré de taille 1 x 1, il a mis des petits points colorés. Chaque point correspond à une boîte qui a été prédit dans son dataset. Point vert, c'est petite boîte, donc petit carré. Point rouge, c'est boîte horizontale, donc rectangle un petit peu grand, mais uniquement dans l'extension horizontale. Boîte bleue, c'est boîte verticale. Et violet, c'est tout simplement grosse boîte, donc gros carré.
Et c'est intéressant parce que du coup, il a regardé un petit peu chaque query, quel était le type de boîte qu'il prédisait en général. Et en fait, notamment quand on regarde les parties vertes, on voit tout à fait que chaque query correspond vraiment à une partie de l'image. C'est-à-dire que par exemple, celle-là va se concentrer sur les images à droite, celle-là va se concentrer sur les images à gauche, etc. Celle-là à l'extrême droite, par exemple, et celle-là plutôt au centre, un peu partout au centre. Et vous voyez aussi que quasiment toutes les queries sont entraînées à détecter les gros objets, c'est-à-dire il y a des points rouges et des points bleus un peu partout. Et ça, ils considèrent que c'est typiquement parce que dans le Coco dataset, il y a beaucoup de gros objets, mais que c'est vraiment une spécificité en fait de leur dataset. Ce qui est intéressant surtout, c'est de regarder les images, enfin les points en vert. Donc c'est pour ça qu'en fait, plutôt que de dire object query, c'est plus intéressant de dire area query ou disons bounding box query. Et parce que chaque query va prendre une certaine taille de boîte, mais aussi une certaine zone dans l'image sur laquelle porter son intérêt. Et donc c'est pour ça qu'on peut vraiment dire que les queries, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a à cette position de l'image en particulier. Alors, est-ce qu'il reporte des visualisations similaires, mais sur la distribution par classe des objets prédits par chaque... Alors justement, ils l'ont pas fait, mais en fait, les améliorations de Dether font ça en fait. Parce que là, bon, c'est un peu flou en fait dans le papier à quoi correspondent précisément ces queries. Et donc ça, effectivement, ils l'ont remarqué. Et du coup, les améliorations de Dether se sont amusés, enfin, se sont penchés justement sur la question comment conditionner la représentation de la query pour que ça ait du sens. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé en deux types d'informations. Et effectivement, comme tu dis, il y a l'information objet. Donc c'est pour ça que en fait, les objets queries sont aussi en réalité effectivement des objets queries, c'est-à-dire que vous avez par exemple des queries qui vont plus se focaliser par exemple sur les oiseaux, j'en sais rien. Et vous avez aussi du coup tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire la position de l'objet et sa taille. Donc vous avez à la fois des queries d'objets. C'est dans cette direction-là que tu finis par te faire par converger, ouais, quand tu analyses objets un peu, qui sont des espaces et pas des représentations fixes, et que tu arrives sur de l'open vocabulary. L'open vocabulary avec Dether, c'est un peu compliqué. Bah, c'est ce que fait Grounding Dino. C'est ça, mais en fait, alors pour ceux qui ne connaissent pas Open Vocabulary, c'est détecter des classes qu'il n'a jamais vues dans le training. Donc de nouvelles classes de n'importe quoi en fait. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont obligés de passer par des algos multimodaux, à l'instar de Clip, pour ceux qui connaissent. Dans l'idée en fait de faire matcher la représentation des images avec un espace de texte, donc avec un texte encodeur. Et là, à partir de là, on peut commencer à faire de l'open vocabulary detection. Mais bon, là, si vous n'avez pas compris ce qu'on dit, c'est normal, c'est parce qu'on est très loin du scope de ce papier-là. Mais du coup, Dether en soi, il n'est pas spécialement fort dans le zero shot, je crois. Est-ce que vous m'entendez déjà? Ouais, Oui. on t'entend très bien. Je suis pas forcément très au clair avec tout ce qui est object query, etc. J'ai vu dans les papiers qui sont partis du Dether, enfin tous les trucs Dether-like, etc., qu'il y avait pas mal de papiers qui utilisaient les sorties de l'encodeur pour aller initialiser les object queries. Certains qui font ça pour la classe, d'autres pour la box. Certains qui font ça que pour un des deux. Ouais. Des fois, il y a des trucs un peu apprenables à droite à gauche. Donc, Ça a là, l'air d'être. Enfin, dans ma tête, c'est un gros bordel. Ouais, c'est ça. Si des gens ont des retours sur qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça marche, je suis Alors, plutôt chaud. en fait, faut savoir un truc, c'est que un des grosses améliorations de Dether, c'est Dino, donc D-I-N-O. Et effectivement, dans Dino, tu as cette idée où l'initialisation des boîtes dépendent de la sortie de l'encodeur. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est que, en fait, ici, quand on apprend un vecteur, quand on a fini de l'apprendre, quand on est en inférence, les queries, c'est des objets fixes. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des fixed queries. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était intéressant d'avoir une partie fixe, mais aussi une partie qui dépend de l'image. Ce qui est assez logique, parce que si tu as une image avec que des goélands,
bah t'as pas forcément envie d'avoir des queries qui s'intéressent à, je sais pas moi, à des bonbons, tu vois. Et donc c'est pour ça que une amélioration qui est effectivement assez forte, c'est de récupérer la sortie de l'encodeur, de rajouter une couche qui permet justement de transformer cette information en une information qui ressemble plutôt à des queries. Ensuite, de faire un filtrage. Parce que typiquement ici, tu peux avoir enfin, tu peux typiquement avoir 256 descripteurs et toi t'en veux que 100. Donc tu fais un filtrage. Typiquement, si tu essayes de prédire est-ce qu'il y a des objets ou pas, toi tu peux faire un filtrage en prenant les queries qui correspondent le plus à oui, il y a effectivement cet objet dans mon image. C'est ce qu'on disait en fait. Tu veux vraiment filtrer les queries qui correspondent à ce que tu as typiquement dans ton image. Et ensuite, hop, tu le réinjectes dans les objets queries. Et après voilà, après tu peux faire ton décodeur, mais de manière beaucoup plus intelligente, parce que tu auras pas toutes les queries inutiles, qui vont à la fin de toute façon prédire no object, mais qui auront servi strictement à rien. Et comment on peut rendre ça explicite? Parce que même dans le dino, là, même quand ils prennent un bout qui sort de l'encodeur, filtré, etc., et un bout soit qui est apprenable, soit qui est samplé au hasard pour couvrir l'espace. En fait, ce qui serait intéressant dans plein de cas, c'est d'essayer d'avoir des trucs explicites. C'est-à-dire, moi, je veux query en particulier les voitures rouges. Et comment on peut faire ça et comment on s'assure qu'effectivement il y a bien une partie qui correspond à la classe et une partie qui correspond à la box? Parce qu'on voit ça dans les papiers. On voit genre les alors après, en sémantique, mais ouais, alors en fait c'est un peu, ouais, c'est là on rentre vraiment dans des trucs un peu compliqués. Mais en fait tu peux conditionner ta query pour que typiquement ce qui sort de l'encodeur ça corresponde à une information plutôt au niveau des objets et que ce qui est fixe corresponde plutôt à une information positionnelle. Ouais, mais comment on fait du coup? Et ça, tu peux le faire. Alors, je sais pas si tu as des loss pour ça, mais en tout cas, je sais qu'une des grosses stratégies, c'est de réaliser une seconde tâche en parallèle que celui du matching, qui est celui du denoising de box. Et le denoising de box, il me semble qu'il prend en entrée que la partie des box. Et l'objectif du denoising de box, c'est de refitter ta box de manière à ce que ça corresponde parfaitement à un grand trou. Donc en fait, tu vas noiser ton grand trou. Tu vas entrer cette information-là, donc l'information de la box, c'est-à-dire les 4 valeurs qui correspondent à ta box, à un endroit particulier, donc notamment l'endroit fixe. Et ensuite, tu vas permettre de dénoiser comme ça. Et donc, je sais pas s'il y a une loss, mais en tout cas, cette tâche de denoising, elle permet en partie du coup de faire ce que toi tu demandes, c'est-à-dire de pouvoir séparer de manière sémantique l'objet et la position. Mais après, ça pourrait effectivement faire sens de rajouter une auxiliary loss directement du coup sur les queries et ça faut regarder plus en détail. Je sais pas si ça existe. Toi tu as peut-être le papier sous les yeux donc tu pourras regarder ça rapidement. Si c'est un sujet qui t'intéresse, ce qui est bien c'est que je connais un mec qui s'appelle Valentin Goldité et il a mis de côté tous ses samedis après-midi du mois pour présenter tous les papiers qui viennent après Dether en fait. Ça, c'est pas mal, ça. Du coup c'est cool. Okay. Je vais essayer de varier quand même les papiers que je présente. Une petite question un peu plus fondamentale, un peu philo, mais du coup on se vante, en particulier dans le Dether, je parle pas des améliorations, mais dans le Dether on se vante d'être encore free. Et j'ai l'impression quand ils montrent les distributions là, des object queries, que c'est encore free plutôt en fait encore appris que encore. Oui, c'est ça exactement. C'est ça. D'accord. Mais en fait encore free dans la littérature, c'est tu ne dois pas en fait encore à la base, encore, le vrai mot encore, c'est surtout quelque chose que tu vois dans un mot de vocabulaire que tu vois dans les one stage object detection, et ça correspond au prior que tu dois mettre manuellement dans ton architecture pour entraîner le modèle. Alors, manuellement, oui et non, c'est-à-dire qu'en réalité, souvent, c'est simplement, on va regarder la totalité de tes boîtes dans ton training set, et on va simplement faire une espèce de KNN, pour voir quelles sont les boîtes qui entre guillemets enfin c'est pour grouper en fait tu vas grouper par exemple tu vas faire un clustering avec 3 groupes et du coup ça va te donner 3 anchors et la valeur de tes anchors ça va être tout simplement le milieu en fait la moyenne de tes groupes et ça permet comme ça que chaque anchor soit assez proche d'au moins un des 3 priors. Mais le problème, c'est que faire du KNN sur toutes tes bounding box,
bah, c'est toujours des trade-offs entre tu vas mettre beaucoup de groupes pour que à chaque fois la variance intergroupe soit faible. Mais si tu as beaucoup de groupes, du coup, ça veut dire que tu as plus de difficultés à faire ton architecture et que du coup, il va y avoir potentiellement beaucoup plus de faux négatifs, etc. Enfin, d'objets inexistants, et donc data unbalancing, machin. Et voilà quoi, donc finalement, tu as quand même des trade-offs, des trucs un petit peu embêtants. Là, tout est fait pour toi. Là, le seul truc que tu as besoin de dire, c'est combien tu veux te query. Et il s'embête pas, hein. Le mec il dit je prends 100, dans le code c'est 80, mais voilà. Ok. Mais du coup, il y a deux choses. En gros, c'est ça que j'avais pas intégré. En fait, même dans les architectures one stage, quand on parle de encore free, en fait, c'est pas encore free, il y a des encres, mais elles sont apprises. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, mais sauf que apprendre les encres, c'est vraiment un truc typique de Déter en fait. Mais ouais. Ok. Mais parce que j'ai un peu l'impression que Mais attention aussi, parce que. qu'on a les mêmes guides en fait. Parce que, enfin, tu feras même appris, j'ai du mal à voir comment tu fais mieux qu'un KNN ou un bail comme ça. Mais quand c'est des encres, Bah, c'est parce qui qu'en sont pas fait, dynamiques. la façon de gérer tes encores va énormément dépendre. Parce que dans un one stage, tu vas essayer de prédire des boîtes qui sont proches de tes priors. Mais ici, c'est pas des encores en fait. Parce que les encores, typiquement, quand tu fais de l'object detection, des encores purs et durs, genre vraiment voilà ce qu'on appelle les encores, t'en as genre 3, 4, 5, tu vois. Là, t'en as 80. Mais c'est parce que ça correspond pas à la même chose. C'est parce que ici, c'est pas que des encores. Parce que les encores, ce serait uniquement des idées d'extension en largeur et d'extension en hauteur. Ici, c'est pas ça, parce que non seulement t'as ces trucs d'extension, mais t'as aussi la position dans l'image, chose que les encores n'ont absolument. Enfin, c'est pas une information des encores, ça, Ouais, au sens propre du terme. Dans un YOLO, c'est le cas, puisque tu as K encores par position dans l'image. par Non, cellule. non, dans un YOLO, tes encores, ça correspond à ta shape de ta boîte, mais Oui. pas à la Et donc, position dans il y avait- l'image. La position dans l'image, c'est justement ce qu'on disait, les channels, enfin les Voilà, branches mais du coup, superposées. Mais du coup, tu as des encres, tu as un paquet d'encres pour chaque cellule dans ton image. Donc Oui. au final tes encres, elles sont relativement indépendantes. Elles intègrent, si tu regardes à un endroit, tu regardes tes encres, alors elles encodent à la fois la taille de la box de prior Ah et oui, pour chaque branche. Pour chaque branche. chaque neurone de sortie. Ouais. Euh, Mais ok, enfin, je vois l'idée. Oui. Ok. Ouais. Non, mais t'as raison. Non, je vois l'idée. En gros, le déter, on pourrait le dire comme ça, il est tellement plus apte à modifier les encres qu'un YOLO qu'en fait, il peut se démerder pour faire autre chose, même si tes object queries, elles sont nazes. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce Mais que en plus, t'as l'information aussi des objets que tu n'as pas dans les encores. Donc c'est vraiment des mondes assez différents. oui. En fait, dans l'idée, tu apprends tes encores, mais en pratique, tu peux pas vraiment relier les deux concepts parce que non seulement c'est pas géré pareil, en plus le type d'information il est assez différent. Même si tu Ok, gardes et aussi cette information de boîte en fait, de position et d'extension. ça marche. Et enfin, juste par curiosité, est-ce qu'il existe, ou est-ce que, je sais pas, ils en parlent dans le papier, des object queries qui seraient en fait totalement, purement aléatoires pour être sûr de couvrir tout l'espace, pour être sûr de mapper un minimum l'espace et éviter qu'un entraînement, tu vois, il se spécialise sur des trucs à droite à gauche. Est-ce que ça se fait ça, d'avoir des trucs complètement aléatoires? Est-ce que ça marcherait d'après toi? Ça c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et justement on en parle justement dans la dernière partie de l'explication des idées, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a un gros point négatif dans le déter qui va conditionner vraiment l'entraînement et dont j'ai pas encore parlé, mais c'est la stabilité du matching. C'est-à-dire que d'une image à l'autre, ce qu'il faut, c'est que chaque query corresponde vraiment à une chose sémantique, c'est-à-dire enfin à un truc intuitif, c'est-à-dire à une position dans l'image et à un type d'objet typiquement. Et ça, si ton matching il a tendance à être très variable, tu vas jamais vraiment avoir des feedbacks qui sont cohérents les uns avec les autres. Typiquement, à travers tes époques, tu vas voir plusieurs fois une même image. Donc admettons, prenons les 3 premières époques. Et ben ta première image, donc la même image du coup pour les 3 époques, tu vas avoir une certaine permutation, un certain matching optimal. Et dans l'idée, toi tu veux que cette permutation, ce soit la même, pour cette image précisément, ce soit la même à chaque époque. Parce que sinon, tu vas avoir beaucoup de mal en fait à analyser l'information portée par les queries, parce que tu auras du mal à fixer l'information apportée par tes queries. Et donc si tu mets un objet aléatoire, probablement que cet objet il va pouvoir capter
des objets rares, mais comme ce sera pas toujours les mêmes objets rares qui l'encodent, ça peut, pour moi, poser des soucis en fait. Et au final, il va juste jamais rien détecter. Il va juste se dire bon bah je n'ai rien compris en fait à ce que tu me demandes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est potentiellement ce qui peut arriver si tu rajoutes un vecteur aléatoire et que tu essaies de faire de l'open set détection en utilisant justement ce vecteur aléatoire. Alors après, peut-être que je me trompe et qu'il y a des améliorations de Dether que je ne connais pas qui ont utilisé cette idée et qui ont réussi à la faire marcher. Mais tout ce que je sais, c'est que le gros algorithme qui permet de faire de l'open set vocabulary et du coup détecter entre guillemets, ça c'est un peu le parallèle, des objets rares ou des objets flexibles ou des objets voilà. Ça utilise pas juste un Dether, ça utilise un truc beaucoup plus compliqué qui est le contrastive learning avec du texte, des prompts textuels. Voilà, donc pour moi non, ça marcherait pas trop. D'accord. Bon ben merci j'arrête de poser autant de questions. Non, au contraire, c'est bien, je pense. C'est le point en fait que je trouve le plus mystérieux dans le Dether et les Dether-like. C'est vraiment il se passe des trucs implicites et j'ai du mal à saisir, mais bon. Merci. Mais t'es pas le seul, hein, parce que les mecs ils ont dit il y a un gros trou bizarre, c'est qu'on comprend pas trop Object Queries. Déjà l'auteur il a appelé ça Object Queries. Donc il a pas compris non plus en fait ce que c'était son truc. S'il aurait pas appelé ça Object sinon. Oui. Mais la queries après tu confonds avec les queries des attentions, donc c'est un peu chiant. Bah justement dans le décodeur ça c'est vraiment les queries de l'attention, donc ça. Mais que à la première couche. Non, c'est à toutes les couches ça correspond. Parce qu'en fait quand tu fais les queries à chaque couche tu répètes les queries. Non. Mais en fait, chaque query va avoir une valeur. Donc en fait, si tu pars avec 80 queries, à la fin de ta couche de décodeur, tu vas avoir 80 prédictions. Et les 80 ont pris en entrée tes queries. Donc ça correspond, tu vois, il y a quand même une correspondance directe. Et à chaque couche, tu vas avoir exactement 80 prédictions. Oui, c'est pas tout à fait ça que. Oui, mais ok. Et puis, ça moi, je te trouve quand même un peu dur quand tu dis que le mec a pas compris quand il a appelé ça Object Queries, parce que bon, certes, il y a des noms qui sont un petit peu plus précis, un petit peu moins misleading qu'il aurait pu trouver, mais. Ouais. Mais Object Queries, il y a que lui qui appelle ça. Qui essaye de détecter un objet. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est pas Object Queries dans l'idée où. Si tu veux détecter, en fait c'est pour ça que je trouve que c'est trompeur, parce que si tu veux détecter deux goélands, il faut pas que tu aies deux objets queries qui correspondent à goéland, tu vois. Alors qu'on pourrait croire que c'est le cas. Non, bien sûr. Okay. Et sinon ça serait un peu absurde parce que ça voudrait dire que sur les 80 queries, ça coderait les 80 types d'objets possibles, mais à la fois positionnellement parlant et à la fois de classe, ce qui est faux heureusement, parce que pour le coup 80 ça serait vraiment pas assez. Ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu trop bas. Et d'ailleurs, Object Queries, je crois qu'il n'y a que ce papier-là qui appelle ça comme ça, parce qu'après les autres, ça c'est un des premiers trucs que tu vas modifier quand tu vas vouloir améliorer des termes. Et notamment, justement, cette idée assez intéressante de conditionner les queries par rapport à ce qu'il y a directement dans l'image, et de sélectionner en fait des queries intéressantes. Voilà. Donc, dernière chose. Pour ma part, Valentin, je vous laisse d'ici un petit quart d'heure pour ma part. Ok. Bah du coup on a un quart d'heure pour parler un petit peu plus précisément de la loss, parce qu'on a dit on essaie de trouver le matching optimal, mais on n'a pas dit exactement qu'est-ce qu'on considérait comme étant un matching optimal. Donc pour faire un matching optimal, donc, comme on a dit, il faut trouver la permutation qui optimise la somme des matchings entre les prédictions et les labels réordonnés. Et donc en fait tout dépend de qu'est-ce qu'on définit comme étant la distance de match. Et bien, la distance de match, donc comme on avait dit au tout début du live, il faut effectivement que ça prenne en compte la classe et que ça prenne en compte la bounding box. Donc c'est assez naturellement, on va prendre moins la probabilité plus la distance. Donc ça, Lbox, on va dire c'est une espèce de loss, donc une distance sur les deux bounding box. Donc plus votre probabilité elle est élevée pour une certaine classe et plus la box correspond à votre bounding box, plus cette valeur-là sera du coup faible. Et donc, ça veut dire que c'est un bon matching. Et la loss, très simple, hein, on répète en fait ce qu'il y a ici. Donc on va prendre log probabilité parce que c'est c'est la probabilité, hein, comme on a dit, c'est une probabilité multiclasse. Donc vous avez une sigmoïde.
et du coup vous mettez votre log pour avoir des gradients normaux quoi. De toute façon ça se justifie par les mathématiques dans le machine learning. Et on rajoute du coup ce terme de régression en fait. Et on pondère aussi par est-ce qu'il y a un objet ou pas. S'il n'y a pas d'objet, on va diviser par 10 la loss pour éviter, parce qu'en fait la plupart des prédictions ça va être pas d'objet. Parce que vous avez 80 prédictions et il y a rarement 80 objets dans une image. Donc la plupart des prédictions ça va être il n'y a pas d'objet. Et donc pour gérer un petit peu ce data unbalanced, on va diviser par 10. Bon déjà ce truc là n'existe pas parce qu'il n'y a pas de box. Mais la log probabilité on va la diviser par 10. Voilà. Peut-être vous posez la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas remis le log ici pour vraiment avoir un parallèle parfait. C'est simplement pour. En fait, c'est pas si simple parce que ça. Pour comprendre la portée en fait de pourquoi est-ce qu'on met pas de log ici, on peut aller très très loin dans la compréhension de la stabilité de l'entraînement. Mais pour faire très simple, faut imaginer que on veut qu'il n'y ait pas de termes qui soient prépondérants l'un par rapport à l'autre, notamment au début de l'entraînement. Même si la classe est censée être la bonne classe, la probabilité associée va certainement être faible. Et donc si on met probabilité, c'est bien parce qu'on est toujours entre 0 et 1. Si on met log de probabilité, on peut potentiellement être très élevé. Et sachant que ce terme-là est toujours à peu près de l'ordre de 1, on met simplement la probabilité pour éviter d'avoir une prépondérance de ce terme-là. Et du coup, pour le matching, c'est bien parce que ça permet d'avoir une bonne valeur en soi pour savoir si on est un bon matching ou pas. Mais pour la loss, comme c'est le gradient qui nous intéresse, c'est assez logique de ne pas retrouver exactement la même chose, mais d'avoir un truc qui est plus proche du mathématique à machine learning, entre guillemets, et d'avoir un log pour smoother les gradients, en fait, de la softmax. Voilà. C'est clair ou pas, ça? Parce que si ça c'est clair, après on a fini toute la méthode, et après on peut juste parler brièvement des benchmarks, quoi, du coup. Mais il n'y a pas grand-chose à voir. All clear, juste sur les B-Box, c'est quoi? C'est une MSE sur les coins? Ah oui, pardon. Alors, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font... En fait, il y a deux termes qui apparaissent. C'est pas la MSE, c'est plutôt la MAE. Donc, c'est la somme des valeurs absolues des quatre variables qui définissent votre bounding box. Et une IOU. Okay. Et une loss d'IOU. Alors, pourquoi? En fait, simplement parce que ce dont ils avaient peur, c'est qu'il y ait un gros décalage entre les box des objets gros et les box des objets petits. Parce que si vous prenez par exemple la MSE ou dans une moindre mesure la MAE, si vous vous trompez de 10% sur un gros objet, vous allez avoir une loss qui va être plus importante que si vous vous trompez de 10% sur un petit objet. Et ça, c'est un peu problématique. Parce que nous, on veut que les box en proportion se matchent bien, mais on ne veut pas donner une prépondérance aux gros objets par rapport aux petits objets, ou inversement. Et du coup, c'est pour ça qu'on rajoute le terme de l'IOU, parce que l'IOU, en fait, c'est une intersection de box. Donc, plus l'intersection est bonne, plus la loss est petite, mais qui est normalisée selon la taille des box. Donc, c'est scale invariant, en fait. Donc, voilà. Mais par contre, l'IOU, là où c'est problématique, c'est que si on veut vraiment fitter parfaitement la box, l'IOU, elle va donner des gradients un peu faibles, donc ça va pas être génial. Par contre, la L1, elle permet vraiment de fitter parfaitement la box, et donc c'est intéressant de garder ce terme-là. Voilà, donc si vous voulez savoir les facteurs ici, c'est 5 pour L1 et 2 pour IOU, qui va ensuite être comparé à log proba. Voilà, on a fait le tour. Donc on arrive en fin de partie du live, qui aura duré longtemps parce qu'il y a eu beaucoup de questions, donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, du coup le petit benchmark, donc en se comparant avec justement face au RCN comme on disait. J'ai colorié deux paires de lignes qui sont intéressantes à comparer directement. Dether permet d'avoir un peu moins de coûts de computation, un peu moins ou alors le même nombre de paramètres. Donc ça c'est parce qu'on ne met pas énormément de couches dans le transformer, parce que les couches de transformer ont une grande capacité en fait, c'est-à-dire permettent de comprendre plein de relations complexes, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup par rapport à des techniques basées sur les full convolutional network où il faut au moins que vous puissiez avoir une portée sur la totalité de l'image et donc pas mal de convolutions, pas mal de couches. Et voilà donc pour les métriques. Alors je ne vais pas re-rentrer dans les détails des métriques, donc voilà
Voilà en fait un petit résumé. Donc voilà, donc vous pouvez mettre pause sur la rediffusion pour vous rappeler un petit peu si vous avez jamais vu apprendre ce que c'est que ces différentes métriques. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ici AP75, ça va mesurer est-ce que vous avez prédit les bonnes boîtes, mais en même temps on considère uniquement les boîtes dont l'intersection est de 75%. C'est-à-dire qu'on va regarder uniquement les boîtes qui sont très très bien prédites. Et ici on voit que les Faster RCNN est un poil mieux, ou assez équivalent à Dether. Mais par contre, en général, en prenant en compte tous les types de boîtes, sans forcément regarder uniquement celles qui ont vraiment bien matché, on est globalement, on va dire significativement meilleur, un peu meilleur. Donc ça veut dire que globalement on est meilleur, mais que si on regarde vraiment les boîtes dans lesquelles on a le plus de précision, on n'est pas forcément meilleur. Donc c'est pour ça qu'on a dans Dether, après voilà, le Dether c'est la toute première version ici, parce que c'est pas plus original, donc il n'y a pas eu trop d'amélioration par rapport à ça. Mais on a tendance à prédire des boîtes qui sont un petit peu moins parfaites, mais par contre on prédit de manière plus fine les objets qu'on a dans nos images en global. C'est juste qu'on est un peu moins fin sur la précision de la boîte. Et ici vous voyez chose assez intéressante. Donc APS c'est pour je regarde uniquement les objets petits, APM les objets moyens et APL les gros objets. Et on voit qu'effectivement on est quand même significativement moins bon que Faster RCN pour les petits objets. Mais par contre à l'inverse, pour les gros objets, on est significativement meilleur. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous remarquez d'ailleurs que les petits objets sont beaucoup plus durs en fait en général à prédire que les gros objets. Et donc c'est pour ça qu'après voilà, il y a eu des améliorations sur Dether pour essayer d'améliorer son score ici. Parce que finalement on perd 4 AP, ce qui en proportion est quand même assez immense en fait. Donc voilà, un point assez négatif donc qu'il faut améliorer. Alors qu'en plus, ils ont utilisé une stratégie où dans leur backbone, ils ont essayé de garder une grosse résolution pour justement détecter les petits objets. Mais on voit quand même des performances un peu moindres en petits objets, donc c'est pour ça qu'il y a encore du boulot. Voilà. Bon, après, le reste, c'est du détail. Mais de toute façon, on a quasiment tout dit. Voilà, donc ici, il vérifie qu'effectivement, avoir un terme de L1 loss plus de IOU, c'est mieux que les deux individuellement. Et voilà. Et du coup, ça en est. Ouais. J'ai une question, Ouais. une de mes dernières avant que je l'aie aussi. De toute façon, c'est fini. Fin du live bientôt. On a dit que le truc était genre plus optimisé que le Faster RCNN. On n'a pas parlé de performance du tout. Je sais pas si le papier en parle. Alors, plus optimisé dans quel aspect? Je sais pas, ils mettent highly optimized Faster RCNN. Ah oui, mais ça, c'est l'introduction. C'est juste en performance de. Mais en il vrai, parle pas de vitesse de calcul ou genre de truc. Dans le tableau que t'as mis, Valentin, il y avait des indicateurs de performance sur la vitesse aussi. Les flops? Ouais, il y avait les flops et les FPS. Ah oui, les FPS, ouais, vous avez les FPS. Cette table-là, Ouais, mais c'est là. tu les as aussi au-dessus. Ouais. Ah, super. Ouais, alors on a des FPS qui sont quoi, un peu plus. Ouais, bon. Non, au contraire, on a moins d'images par seconde. Donc Oui, c'est ça. Donc Faster RCNN reste plus rapide. Ouais. En fait, c'est sans doute la self-attention en fait. Quand vous faites de la self-attention, ça prend pas mal de temps de calcul. Alors ça vous rajoute pas de paramètres, mais ça vous fait des calculs un peu plus longs, donc potentiellement que vous avez un peu moins d'images par seconde. Sachant que Faster RCNN, c'est pas réputé pour étant l'architecture qui permet d'avoir le plus d'images par seconde. Donc si vous prenez un YOLO, vous allez probablement avoir vraiment beaucoup plus d'images par seconde qu'un Dether. Okay. Merci pour la présentation, bon week-end. Bon week-end à toi, Paulin, si t'es encore à l'écoute. Mais après ça, les FPS, bon là faut imaginer que c'est la première architecture, peut-être qu'il y a des techniques qui permettent d'augmenter le nombre de FPS. J'en sais rien du tout. Ouais, le contraire m'étonnerait. Ouais, mais j'en ai pas vu, donc je sais pas. Mais oui, il y en a sans doute. Ouais. Bon après, si vous voulez vraiment avoir beaucoup de FPS, privilégiez vraiment des architectures très petites du style YOLO, qui n'utilisent pas d'attention. Arrête de faire ça. Et là, vous allez pouvoir optimiser vraiment beaucoup. Après, voilà, 12 images par seconde, 10 images par seconde, c'est déjà pas mal pour pas mal de real case. Puis bon, en vrai, ce qu'il faut voir aussi là, c'est combien
combien de queries il avait leur décodeur. Mais en Dans vrai, le code, il y en j'imagine a que si 80. tu prends... Combien? 80? Ouais, dans le code. Ouais, parce que si tu prends, un décodeur qui a moins de queries, tu peux vraiment beaucoup améliorer ce nombre aussi. Non, je pense pas, parce que tout ça c'est batché de toute façon. Je pense pas que t'améliores Ouais, beaucoup. mais t'améliores énormément les flops au moins. Ouais, t'améliores en n carré. Bah oui, c'est pas mal quand même, n carré. Ouais, mais après, faut se dire que le décodeur c'est une partie de l'architecture. Mais Ouais, tout il y ce a qui est l'encodeur backbone aussi. et tout, tu vas rien gagner du tout. Et d'ailleurs, C'est vrai c'est que assez intéressant. je sais pas trop quelle taille elle fait leur. Bah justement, leur en fait, encodeur. ils font des ablation studies. Voilà. Et en gros, quand vous passez de 3 layers à 12 layers, vous augmentez le nombre de paramètres par cette proportion-là. Donc de 37 à 49. Donc ça veut dire que, on va dire peut-être qu'il y a un tiers des paramètres qui sont dans le décodeur, quoi. Mhm. D'ailleurs, on peut calculer précisément en fait. 49 moins 33 divisé par 49, ça vous donne la proportion exacte. Parce que ici 0, c'est-à-dire que vous l'enlevez complètement en fait. Alors Après, il y pardon, a là un je me suis CNN trompé. aussi, hein, C'est l'encodeur ici. C'est l'encodeur. Mais bon, encodeur et décodeur, enfin on peut comparer à nombre de layers constant, on peut plus ou moins comparer. Bon, le décodeur est quand même un peu plus gros, mais De toute façon, ce qui est réellement important ici pour avoir le temps que ça prend, c'est la résolution d'output du CNN. C'est ça qui est important surtout. ouais. Enfin, la résolution d'output. Ouais, c'est-à-dire le nombre de queries que Euh, tu as dans ton encodeur. C'est ça, en fait, c'est la résolution divisée par 32 en fait. Je l'ai pas dit parce que c'est un détail, mais en gros, c'est ça. Tu regardes le nombre de pixels, tu divises par 1000 et tu as le nombre de features que tu as à la fin dans ta séquence. 1000 parce que c'est 32 au carré. Enfin, 1024. Et aussi, dernière chose, c'est qu'en fait, on n'est pas trop dépendant de la dimension des descripteurs en sortie du backbone. Parce qu'après, on applique une convolution 1 fois 1 qui réduit assez largement la dimension. Donc, dans le code, parce que j'ai pas vu dans le papier que valait justement cette dimension D en entrée de l'encodeur. Et du coup, qui est aussi la même pour le décodeur. Mais ils ont utilisé, enfin, je crois, ils ont utilisé 256. J'ai vu ça dans le code. Ce qui est assez peu, hein, du coup. En général, les transformers de cette taille-là, c'est plutôt de l'ordre de 1000. Voire de 500 pour les petits. 256, c'est vraiment petit. Et bon, alors si vous voulez aller un peu plus loin encore dans l'analyse du truc, comme on divise la taille par 32, ça vous permet d'avoir des résolutions 2 fois plus grandes que typiquement les VIT, qui eux utilisent des patchs de taille 16 par 16. Donc, entre guillemets, vous allez avoir 4 fois moins Enfin, votre séquence d'entrée dans l'encodeur va être 4 fois moins grande avec un Dether qu'avec un VIT. Et c'est pour ça que typiquement les images qu'ils mettent, c'est des trucs de taille au moins au-dessus de 480. Donc typiquement par exemple du 512 par 512. Alors que les VIT c'est plutôt des images de l'ordre de 256, pardon. Si je ne me trompe pas. Vous regardez en gros un nombre de descripteurs de l'ordre de 200. 200, 300, pas plus. Alors, t'es sûr que c'est des patchs de taille 16 par 16? Moi, il me semblait que c'était 16 par 16 patchs. Ah, mais de toute façon, je crois que l'entrée c'est 256 par 256, donc ça change rien. Parce que 16 x 16, ça fait 256, non? Il me semble, ouais. Donc c'est ça. Donc que ce soit des tailles de patch 16 ou qu'il y ait 16 patchs, si ton entrée c'est 256, bah tu vas avoir justement 16 tailles, Effectivement, 16 patchs de taille 16 16. x 16 Voilà, c'est ça. de taille Tu vois ce 16 que x je veux 16. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Mais je crois pas, non, parce que c'est 16. Bah après, je regarde le titre, enfin juste le titre du papier, c'est 16 by Ouais, 16 le papier words. c'est An image is worth 16 by 16 patches, non? Ah oui. Ah oui, Parce oui, que c'est je pas un patch et worth 16 by 16 pixels. Oui, là, oui, c'est ça, t'as raison. T'as raison. Mais bon, comme l'entrée c'est du 256, si je dis pas de bêtises, ça revient au même, parce qu'en fait t'as 16 x 16 patch et ils sont de taille 16 x 16. Enfin bref, merci pour les explications.